Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. François Fillon devant les sénateurs LR et centristes réunis. Le candidat de la droite à la présidentielle a été acclamé par les parlementaires. Il doit dévoiler la réorganisation du parti ce soir lors d'un bureau politique. Nous serons en direct dans cette édition. Les sénateurs PS ont quitté l'hémicycle à l'ouverture de la séance. Ils protestent contre la décision de la majorité sénatoriale de ne pas examiner le budget. Didier Guillaume, le chef de file des socialistes, accuse le président du Sénat de fossoyer le bicamérisme. Vous l'entendrez dans un instant. Il n'y a pas de crise institutionnelle. Manuel Valls, de retour de Tunisie, l'a martelé à nouveau à l'Assemblée nationale. L'opposition lui demandait quand il allait démissionner, alors que la déclaration de candidature de François Hollande se fait toujours attendre et que la primaire de la gauche semble menacée. Analyse et débat à suivre. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, #Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi jusqu'à 18h30, Saveria Rojek et Tam Tranui en direct du Sénat. Nous sommes également avec Oriane Mancini dans un instant. Le multiplex politique et parlementaire, c'est tout de suite. C'est ce qu'on appelle la réponse du berger à la bergère. Les sénateurs socialistes ont quitté l'hémicycle cet après-midi. Un geste fort pour marquer leur opposition à la stratégie de la droite qui a fait le choix de ne pas examiner le projet de loi de finances. Je vous propose d'écouter Didier Guillaume, le chef de file des sénateurs socialistes. Nous avons travaillé en commission, mais in fine, tout cela s'est avéré être de l'occupationnel. Oui, de l'occupationnel. Car à quoi sert le Sénat s'il ne prend même pas la peine de voter le budget? Alors, nous ne souhaitons pas cautionner votre pièce de théâtre en 3 actes, commencée jeudi dernier. Que dire de l'ordre du jour d'aujourd'hui? 6 heures de discussion ininterrompue, de bavardage pour faire diversion. Et que dire de l'ordre du jour de demain, du vote solennel à la tribune de la question préalable? Excusez du peu. Tout ça, pour passer de longues heures cet après-midi et demain dans l'hémicycle, afin de montrer comme un leurre que l'on agite devant les caméras de télé, que le Sénat travaille. Nous disons stop à la diversion. Ce n'est pas à la hauteur des enjeux. Pour ces raisons, notre groupe ne participera pas à ce simulacre de débat, à cette mascarade parlementaire où il nous est interdit d'amender et d'améliorer le fond du budget. Désolé auprès de nos collègues de gauche qui se sont opposés avec nous à la question préalable, mais nous prenons ce qui nous semble être nos responsabilités. Monsieur le Président du Sénat, vous resterez dans l'histoire comme le président qui aura bâillonné le Sénat à des fins préélectorales. Mesdames et messieurs de la majorité sénatoriale, vous resterez comme ceux qui auront tenté d'étouffer le bicamérisme à des fins d'unité de votre majorité. Mesdames et messieurs de la droite sénatoriale, j'espère que vous n'allongerez pas la déjà trop longue liste des fossoyeurs du bicamérisme. Nous quittons la salle et nous reviendrons jeudi. Acte est donné de votre rappel au règlement. Et on va tout de suite retrouver Saveria Rojek en direct de la tribune de presse de l'hémicycle. Bonjour Saveria. On vient de voir, les sénateurs socialistes ont quitté l'hémicycle. C'est assez rare, il faut le souligner. Absolument Delphine. Et derrière moi, les rangs de la gauche sont vides, à l'exception bien sûr des bancs communistes. Alors on l'a vu dans le sujet à l'ouverture de la séance à 14h30. Didier Guillaume s'est levé, il a fermement, solennellement fait un rappel au règlement. Tout le groupe s'est ensuite levé, le groupe socialiste, et a quitté l'hémicycle. Alors dans l'entourage du président, on m'explique que cette décision de quitter l'hémicycle et de ne pas participer au débat n'a pas été facile à prendre, mais l'affaire est grave. Et ce choix très symbolique a donc été fait. L'affaire est grave, comme l'a expliqué Didier Guillaume. Il a parlé de ce choix insensé de l'escamotage du débat, d'une semaine noire pour le Sénat qui se tire une balle dans le pied. À quoi sert le Sénat s'il ne prend pas la peine d'examiner le budget, a demandé le patron des sénateurs socialistes, en interpellant directement, on l'a entendu, le président du Sénat, Gérard Larcher, qui n'est pas présent cet après-midi en séance. Les socialistes ont donc quitté l'hémicycle en annonçant qu'ils ne seraient pas présents demain non plus. En attendant, la discussion générale se poursuit. 4 heures de discussion générale jusqu'à ce soir, et c'est demain que sera présentée et votée la question préalable qui mettra fin au débat sur le budget au Sénat après un scrutin public à la tribune. C'est le vote le plus solennel qui existe ici au Sénat, Delphine.
Merci Saveria pour toutes ces précisions. Et on retrouve à présent Tam Trinh en direct de la salle des conférences. Justement, Didier Guillaume, le patron des sénateurs socialistes, c'est à votre micro. Oui, Didier Guillaume, justement, on a vu les images, on a vu les sénateurs socialistes quitter l'hémicycle. Comment avez-vous pris cette décision radicale de ne plus participer au débat sur le projet de loi de finances 2017 ? Tout simplement parce que nous considérons que c'est une mascarade ce qu'a voulu faire la majorité sénatoriale. Il n'y a pas de discussion sur le budget. Donc nous avons considéré que passer 2 après-midi complètes à avoir des conversations de salon, à discuter tranquillement pour occuper, pour faire un leurre, pour que Public Sénat puisse filmer des gens dans l'hémicycle. Cela dit, quand je regarde les bancs de la droite, ils sont quasiment vides. Ça montre bien qu'ils se fichent un peu du budget. Moi, nous le regrettons. Nous aurions aimé avoir un vrai débat sur le budget de la France, sur les chiffres. Parce que c'est ça qui est essentiel, être parlementaire, c'est voter un budget. La droite ne l'a pas voulu, donc nous avons considéré que ce n'était pas la peine de rester en séance. Mais est-ce que ce boycott finalement ne va pas dans le sens de la droite, puisque c'est une façon d'aller aussi dans la fin de ce débat ? Non, pas du tout, puisque ce n'est pas un boycott. Nous avons pensé que nous étions très maltraités. Nous ne voulions pas être les faire-valoir de la droite sénatoriale. C'est une mascarade ce qui se passe. Il y a des discussions qui vont durer 6 heures cet après-midi. Personne n'aborde... 4h30 grâce à vous. Alors 4h30 grâce à nous, puisque nous ne prenons pas notre temps de parole. Et personne ne va aborder les chiffres du budget. Personne ne va parler des fonctionnaires. Puisqu'ils veulent supprimer 500 000 fonctionnaires, ils auraient pu les dire où ils les prenaient. Personne ne va parler de la baisse des impôts pour 12 millions de foyers fiscaux. Personne ne va parler de l'augmentation du CICE. Personne ne va parler de l'augmentation des salaires des enseignants. Ils nous disent c'est un budget électoraliste. Moi, je réponds non, c'est pas électoraliste. C'est un budget de redistribution fiscale, de redistribution sociale et de redistribution économique. Le président du groupe Les Républicains, Bruno Retailleau, a réagi tout à l'heure par un communiqué. Il estime que la violence dont fait preuve le groupe socialiste exprime le désarroi de la gauche. Que lui répondez-vous ? Oui, ça s'appelle taper en touche en rugby. C'est-à-dire que quand on a les défenseurs qui arrivent sur soi, on ne sait pas quoi faire, on se débarrasse du ballon. C'est pour regarder ailleurs. Ce n'est absolument pas de violent. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le président du Sénat et ça ne change pas. Je pense que la droite sénatoriale a commis une faute politique et elle s'ajoute à la longue liste, trop longue liste, de celles et ceux qui veulent supprimer le bicamérisme, qui veulent supprimer le Sénat. Et après, comment expliquer aux gens qui veulent supprimer le Sénat, comment expliquer aux Françaises et aux Français qui suivent les sujets de dire que la politique c'est important, que le Sénat sert à quelque chose, que les sénateurs travaillent, quand le seul acte essentiel d'un parlementaire, voter le budget, ne pourra même pas se faire. Parce que même si nous étions restés en séance, nous n'aurions pas eu à être amenés à voter le budget, puisque la droite sénatoriale utilise un subterfuge réglementaire qui existe, c'est ce qui s'appelle la question préalable. Et donc en votant la question préalable, tout tombe. Et le Sénat va rendre une page blanche à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas notre conception de la démocratie. C'est pas du tout agressif. C'est pas du tout une attaque contre qui que ce soit. Nous pensons que c'est une faute politique. Est-ce que les parlementaires vont pouvoir travailler normalement, selon vous, dans ce climat de pré-campagne ? Évidemment. Mais ça ne change rien. Nous avons travaillé dans les commissions, nous continuerons à le faire. Vous ne pensez pas qu'il va y avoir encore des initiatives de ce type ? Pas de notre part. Nous voulons travailler, exercer notre fonction de sénateur. Si le budget avait été mis sur la table, nous l'aurions discuté, nous l'aurions voté. Nous aurions eu un débat entre la droite et la gauche. Mais la droite était trop occupée par ses primaires pour s'occuper du budget. Maintenant, ils préparent l'alternance. Ils ont le sentiment que M. Fillon, qui a été très largement désigné dans des primaires très bien organisées, et moi je veux féliciter les Républicains et la droite. Ces primaires ont été très bien organisées. Ils considèrent que le deuxième tour de la primaire, c'est le deuxième tour de l'élection présidentielle et que M. Fillon est déjà président de la République. Non, je ne crois pas. Il y aura quelques étapes d'abord. Peut-être ce sera le cas, mais il y aura d'autres étapes. Très rapidement, je voudrais juste une réaction à ce qu'a dit tout à l'heure Manuel Valls quand il a dit qu'il n'y avait pas de crise institutionnelle après ses propos de ce week-end où il avait dit qu'il pourrait être prêt à se présenter face à François Hollande. Quand même, ça tangue du côté de l'exécutif. Non, mais écoutez, moi j'ai fait dimanche une fête de la Rose dans le département du Nord, à Orchy, chez mon ami Dominique Bailly. Il y avait 500 personnes. Il n'y en a pas une qui m'a parlé de l'article du journal du dimanche, pas une qui m'a parlé de ça. Ça, c'est qu'encore des choses sont montées en épingle par le mundillo politico, parisiano, médiatico, je ne sais trop quoi. Aujourd'hui, il n'y a pas de crise à l'intérieur de l'exécutif. Il n'y aura pas 2 candidats. Si François Hollande est candidat, Manuel Valls se soutiendra. Et si François Hollande décide de ne pas être candidat, Manuel Valls sera candidat. C'est aussi simple que cela. Et aujourd'hui, moi, je veux ralentir tout cela, pas d'affolement, calme et serein. Le calme des vieilles troupes. Le président de la République a dit qu'il donnerait sa décision aux alentours du 10 ou du 15 décembre, eh bien, attendons cette date.
Merci beaucoup Didier Guillaume Merci à d'avoir vous. répondu à nos questions. Merci beaucoup Tam pour cette première réaction en direct. Retour aux sources ce matin pour François Fillon. L'ancien sénateur de la Sarthe a été acclamé par ses anciens collègues fillonistes de la première heure, mais aussi les jupéistes et les centristes qui ont décidé de faire bloc derrière l'ancien Premier ministre qui va devoir rassembler son camp et élargir sa base en vue de 2017. Reportage de Cécile Sixou. Les présidents de groupe Les Républicains et centristes du Sénat côte à côte pour accueillir François Fillon. C'est quoi aujourd'hui? Des gens solides. Message de rassemblement. Après la bataille des primaires, le grand vainqueur est venu rassembler ses troupes et le message semble bien être passé. À la sortie, des soutiens de Sarkozy en passant par les jupéistes, tous les parlementaires républicains n'ont qu'un mot à la bouche, le rassemblement derrière le candidat. Il nous a rassemblés, c'est déjà une bonne chose. Il a dit que la primaire est derrière. Maintenant, ce qui compte, c'est l'alternance, c'est gagner la présidentielle. Très rassembleur, tout le monde aura sa place, voilà. Des mots d'amitié, des mots de remerciement et des mots de rassemblement. Voilà, il est ouvert à tout, mais dit-il, il ne changera pas son programme. Selon les soutiens de la première heure, le candidat à la présidentielle compte bien rester droit dans ses bottes sur son programme. Je pense que les Français ne comprendraient pas que le programme de François Fillon change. Pourquoi d'ailleurs? Parce que certains le rejoindraient. Non, il a très largement gagné cette primaire et je pense qu'il a maintenant la force pour effectivement appuyer sur ses grandes valeurs, ses convictions et entraîner ceux qui l'ont rejoint. Après les querelles de l'entre-deux tours, certains attendaient pourtant des signes d'inflexion de François Fillon. Il y a eu dans l'entre-deux tours des débats, par exemple sur la question de la couverture sociale. Je me réjouis que dès hier, François Fillon ait évoqué la possibilité de préserver, de protéger les plus fragiles pour leur droit à la protection. Les centristes aussi espèrent pouvoir discuter du programme avec le candidat. Discuter, ça veut dire surtout discuter du programme et s'assurer que dans le programme qui sera définitivement présenté, eh bien, il y aura les arguments des centristes qui seront pris en considération. Les centristes, en tout cas, devraient en savoir plus sur le nombre d'investitures que leur réservent les Républicains après le bureau politique de ce soir. Il reste 86 places à pourvoir. Et si vous voulez en savoir plus sur les coulisses de cette rencontre entre François Fillon et les sénateurs, l'article de François Vignal est à lire sur publicsénat.fr. On continue notre multiplex. Tout de suite, direction la salle des conférences. Vous nous attendez à Tam Tra-Nuit avec le sénateur Jean-Noël Cardou. Il était justement à cette rencontre ce matin. Jean-Noël Cardou, qui est l'un des soutiens de la première heure pour François Fillon au Sénat. Donc François Fillon qui était là ce matin, qui a dit qu'il ne changerait à son programme que certains qualifient de radical. Mais tout de même, il tente de rassurer sur la sécurité sociale. Que prépare-t-il vraiment? Pouvez-vous clarifier sa position? C'est très simple. Déjà, nous en sommes qu'aux grandes lignes du programme et il nous reste encore 5 mois avant de le clarifier. Alors, il a clairement dit ce matin devant le groupe politique du Sénat républicain et centriste, puisque nous étions tous là autour de lui, qu'il ne négocierait pas sur les grandes orientations du programme, mais en revanche, on pouvait décortiquer, on pouvait négocier certaines choses. Et quand on parle de la sécurité sociale, les portes sont ouvertes à une explication et à pas une modification, mais tout au moins... un assouplissement? Non, pas un assouplissement, puis simplement une définition de ce qui sera d'un côté et de l'autre, c'est-à-dire du régime de la sécurité sociale et du régime des mutuelles. Mais vous savez, je peux dire là, dans ce sujet-là, que depuis 2 ans... Vous avez préparé ses positions sur ce sujet? Oui, depuis 2 ans, le gouvernement, insidieusement, transfert du déremboursement de médicaments du régime de base aux mutuelles. Il ne le fait pas à visage ouvert. Il le fait tout doucement, puisque en fait, c'est une des méthodes pour équilibrer les comptes de l'assurance maladie. Et là, on va le faire à visage ouvert, on va négocier et on associera la plupart des partenaires sociaux. On garantissait bien que les plus démunis ne seront on ne va pas vers une privatisation de la sécurité sociale en considérant que seules les affections graves ou de longue durée seront prises en charge par la sécurité sociale? C'est une question de curseur privatisé. Si on raisonne comme ça, elle est déjà en partie, puisqu'il y a le domaine assurantiel et le domaine de mutuelle, depuis le vote par le Parlement de fameux ANI, où on a rendu obligatoire les mutuelles pour les salariés dans les entreprises. Donc on a déjà... si on peut s'exprimer ainsi, c'est un mauvais terme, mais privatiser une partie. Le problème, c'est où on met le curseur. Et il faut mettre le curseur à un certain niveau, et c'est de ça dont on va débattre. Et actuellement, on le fait sans me dire,
François Fillon, comme il l'a toujours fait, dit ce qu'il va faire, et là on va discuter avec les partenaires sociaux, avec nos partenaires politiques du niveau du curseur, mais il a garanti que... Les Français seront-ils plus mis à contribution tout de même? Non, ne seront pas plus mis à contribution, parce que dans ce régime-là, à partir du moment où les mutuelles vont être beaucoup plus sollicitées, vous savez, les mutuelles et le régime assurance actuellement se livrent un combat effréné. On est dans le domaine concurrentiel, et je pense qu'il va y avoir une espèce d'amortissement du coût, et que à la fin, c'est ce qu'on cherche dans une vision libérale des choses, d'arriver par le biais de la concurrence à réduire certains coûts. Donc je ne pense pas que les Français auront des problèmes de remboursement de médicaments. C'est simplement sauver la sécurité sociale qui, soit dit en passant, malgré des annonces du gouvernement, n'est pas si sauvée que Madame Touraine a bien voulu le dire. Un autre sujet, Jean-Noël Cardoux, le Sénat va débattre la semaine prochaine du délit d'entrave numérique à l'IVG pour lutter contre les sites anti-avortement qui se présentent comme des sites d'information. Est-ce que vous êtes d'accord avec la création de ce délit? Il existe le délit. Je rappelle simplement que l'avortement... D'entrave numérique. Oui, voilà. Les sites. Donc le délit d'entrave existe depuis 1993. Il faisait suite à des attaques physiques sur des centres d'IVG et à des pressions psychologiques et morales sur le personnel. Ça évolue aujourd'hui. Ça a évolué, c'est normal. 20 ans après, le numérique n'existait pas il y a 20 ans. Mais inutile d'en faire tout un plat comme actuellement, avec une précision. D'ailleurs, il faut remarquer que la proposition du gouvernement a déjà été amendée par l'Assemblée nationale dans un sens plus restrictif, parce qu'il faut respecter constitutionnellement la liberté d'expression. C'est fondamental. Alors nous sommes clairs, nous sommes d'accord pour intégrer l'évolution technique dans la définition du délit d'entrave, mais d'une manière simple, en rajoutant un simple mot aux pressions morales et psychologiques, et en rajoutant par tout moyen. Donc par tout moyen, ça veut dire que ça couvre toutes les formes qui peuvent constituer un délit d'entrave, sans pour ça faire une démarche un petit peu idéologique sur ce qui peut se passer actuellement. Il faut rester pragmatique en toute chose et adapter le texte d'une manière claire aux évolutions techniques. Si c'est adapté, vous le voterez? Je le voterai. Si cet amendement qui va être proposé par notre groupe passe, je le voterai, naturellement. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour la séance. C'est là que sera débattue cette proposition de loi socialiste. Merci beaucoup, Tam. Alors, quel a été le rôle du Sénat dans l'élection de François Fillon? La Haute Assemblée a toujours été d'un soutien sans faille et les plus proches pourraient se voir récompensés par des postes importants dans l'organigramme, voire des postes ministériels en cas de victoire en 2017. Marie Brémaud. C'est en plein cœur de Paris que se trouve l'un des bastions fillonistes, le Palais du Luxembourg. L'ancien Premier ministre, désormais candidat désigné, les Républicains, a pu compter depuis plusieurs années sur les élus de la Haute Assemblée, à commencer par son président Gérard Larcher. C'est aussi celui qui a le projet le plus abouti, le plus courageux et me semble-t-il le plus adapté à la situation. Autre compagnon de route de longue date, Bruno Retailleau. Deux hommes de l'ouest de la France qui partagent les mêmes valeurs de droite pleinement assumées. Le patron des sénateurs, les Républicains, un intime au soutien indéfectible. François sait parfaitement que pour cette phase qui est sans doute la plus dure, qui commence, il va pouvoir compter aussi sur moi, comme il a toujours compté sur moi d'ailleurs. Ils sont assez nombreux au Sénat à avoir été présents aux côtés de François Fillon alors que ce dernier connaissait sa traversée du désert. Des fidèles parmi lesquels Gérard Longuet, Philippe Bas ou encore François-Noël Buffet. Je vous remercie d'accueillir dignement François Fillon. Un noyau dur d'une quarantaine de sénateurs, parmi lesquels on compte des sénatrices. Si l'entourage de François Fillon est surtout masculin, à la Haute Assemblée, l'ex-premier ministre peut compter sur un trio de choc, Caroline Cayeux, Sophie Primas et Isabelle Debré. François Fillon a été le seul candidat à avoir justement une équipe de femmes qui s'appelle, regardez mon badge, les femmes avec Fillon. Des femmes et des hommes à l'image de leurs champions, discrets et ancrés dans leur territoire. Des hommes et des femmes souvent méconnus du grand public, mais tous rassemblés pour défendre cette droite catholique, gaulliste et sociale. C'est le premier chantier que François Fillon doit régler au plus vite, mettre le parti en ordre de marche. Le sarkozyste Laurent Wauquiez, qui assurait la présidence par intérim, devrait être remplacé par un proche de l'ancien Premier ministre, Flora Sauvage. Ce matin, devant les parlementaires, il n'a rien révélé du nouvel organigramme à la tête du parti Les Républicains.
François Fillon va annoncer ce soir, lors d'un bureau politique, la réorganisation du parti et la mise en place d'une direction collégiale. La reconstitution du parti doit se faire bien sûr avec des parlementaires et des hommes et des femmes politiques en qui il a confiance, mais aussi dans la grande ouverture de ceux qui ont fait d'autres choix à d'autres moments. Au sein de la direction collégiale prendront place Gérard Larcher et Bruno Retailleau pour les fillonistes, Virginie Calmels et Nathalie Kosciusko-Morizet pour les jupéistes et François Baroin pour les sarkozystes, ainsi que Thierry Solaire. Une chose est sûre, dans le clan des fidèles, Patrick Stefanini, l'ex-directeur de campagne pour la primaire, doit devenir directeur général du parti, à la place du sarkozyste Frédéric Péchenard. Les statuts prévoient que notre candidat, le président de la République quand il est issu de notre famille politique, est celui qui décide. Il s'agit que le parti soit en lien très étroit de confiance avec le candidat. Le très sarkozyste président par intérim, Laurent Wauquiez, devrait céder sa place au fignoniste Bernard Accoyer, qui deviendrait le secrétaire général du parti. C'est tout à fait symbolique de mettre un proche de François Fillon, qui aussi a été président de l'Assemblée nationale, et Laurent Wauquiez a d'énormes responsabilités dans sa région, donc je crois que ça me paraît normal. Avec un parti Les Républicains en ordre de marche pour la présidentielle, le candidat François Fillon est plus que jamais déterminé à ne pas se faire imposer ses choix. Et on va tout de suite d'ailleurs retrouver Oriane Mancini en direct du siège des Républicains, rue de Vaugirard à Paris. Oriane, on est à quelques heures maintenant du début du bureau politique. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur cet organigramme ? Bien, vous l'avez entendu dans le sujet de Flora, Delphine, un organigramme qui se dessine. Le bureau devrait commencer ici à 18h. C'est le premier bureau politique pour François Fillon depuis qu'il est candidat à la présidentielle. Et vous l'avez vu, bien sûr, il sera entièrement consacré à la réorganisation du parti, car cela fait en effet partie des prérogatives désormais de François Fillon, puisque les règles étaient claires chez les Républicains. Le vainqueur de la primaire a toute latitude pour mettre en place la direction du parti. Alors depuis hier, François Fillon consulte pour mettre en place sa direction, et ce n'est pas seulement un changement de personne que François Fillon devrait opérer, mais une nouvelle architecture. Le poste de président du parti serait supprimé et une direction collégiale serait mise à la place. Direction collégiale qui serait chapeautée par Bernard Accoyer, qui deviendrait donc le secrétaire général du parti, poste occupé jusque-là par Éric Woerth. La principale victime donc de cette réorganisation, c'est Laurent Wauquiez, qui occupait lui jusque-là le poste de président par intérim du parti, un poste qu'il souhaitait conserver. Laurent Wauquiez qui dès hier mettait déjà en garde: en me virant, François Fillon s'achèterait gratuitement un opposant. Voilà Delphine qui pourrait mettre à mal l'unité et le rassemblement que François Fillon prône depuis dimanche. Merci beaucoup Oriane pour toutes ces précisions. Alors on a vu, cette primaire a été un véritable succès populaire, 4,3 millions d'électeurs. Vu de haut, la France de droite s'est mobilisée en masse. Mais si on regarde de plus près la sociologie des votants, les choses sont beaucoup plus complexes, car les catégories populaires ne se sont pas rendues aux urnes. Géraldine Bavoilo. Ils sont presque 3 millions à s'être déplacés pour glisser un bulletin François Fillon dans l'urne. Le profil type de l'électeur de cette primaire de la droite et du centre: un homme de plus de 65 ans, catégorie socio-professionnelle supérieure, issu des départements plutôt urbains et aisés. Voici les 10 circonscriptions qui ont le plus voté. Par exemple, l'ouest de l'Île-de-France, où il y a eu entre 25 et 36% de participation. A contrario, voici les 10 circonscriptions qui ont le moins voté. Seulement 2 à 3% de la population s'est déplacée aux urnes, comme dans le Nord, le Pas-de-Calais ou la Moselle. Les départements qui comptent le plus de classes populaires sont donc ceux qui se sont le moins exprimés. Et plus le niveau de vie est élevé, plus le taux de participation est élevé. L'ancien Premier ministre devra convaincre les plus modestes pour contrer le Front National qui espère bien récupérer ce vote populaire. Bruno Cotresse, politologue, est mon invité. Le face-à-face, c'est tout de suite.
Bruno Cotresse, bonjour. Chercheur au CNRS, membre du CEVIPOF. On va voir avec vous ce que révèle la sociologie électorale des électeurs qui se sont déplacés en masse, il faut le dire, pour cette primaire de la droite et du centre. Vu de haut, je le disais, on a l'impression que la droite a mobilisé. Mais si on regarde dans le détail, on se rend compte que ce sont surtout des catégories précises qui se sont déplacées. Ça a été dit, ce scrutin a attiré des urbains, des CSP+, des retraités. Et les catégories populaires s'en sont désintéressées. Quel premier enseignement tirez-vous de ce décalage ? Le premier enseignement, c'est que François Fillon, d'abord, ne s'était pas trompé d'élection. Il s'est adressé à des catégories sociales dont il savait qu'elles étaient sensibles à son message et des catégories sociales dont il savait qu'elles allaient se déplacer. De ce point de vue-là, c'est vraiment intéressant de voir que cette France qui est assez bourgeoise, qui est assez senior, on va dire, qui est de revenus plutôt aisés, qui est de niveau d'éducation assez élevé et aussi qui est très sensible au thème de François Fillon sur l'économie, sur l'ISF, c'est-à-dire c'est des décideurs, c'est des chefs d'entreprise, c'est des professions libérales, et bien effectivement, cette France, elle s'est déplacée pour aller soutenir François Fillon. Et tout ça aussi nous dit la marche qui reste à franchir à François Fillon dans la perspective de la présidentielle. On l'a dit, les catégories populaires ne se sont pas déplacées, mais aussi les jeunes se sont très peu déplacés. Il n'y a quasiment aucun électeur dans la tranche des 18-24 ans, très peu dans la tranche des 24-35 ans. Et donc là, on voit qu'effectivement, il y a un vrai enjeu pour François Fillon d'arriver à incarner qu'il n'est pas seulement le candidat d'un petit réduit de la sociologie de la société française. C'est ce qui explique aussi la défaite de Nicolas Sarkozy, le fait que ces catégories les plus populaires ne se soient pas déplacées. Oui, sans aucun doute. Il y avait un paradoxe au fond dans la campagne de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy souhaitait faire appel à des thèmes plus populaires ou de ce qu'il pense lui être des thèmes plus populaires, et il jouait un jeu qui est un petit peu bizarre puisqu'il essayait de faire venir ces catégories sur ces thèmes-là, alors que l'on savait que toutes les enquêtes montraient que les catégories populaires n'allaient pas venir voter à des élections qui sont des élections très sociologiquement, on va dire, organisé. Il faut être quelqu'un d'assez politiquement intéressé, il faut être quelqu'un d'assez intégré socialement pour venir s'intéresser à une élection un peu bizarre comme l'élection primaire. Et bien sûr, ça explique en partie la défaite de Nicolas Sarkozy. Oui, parce que le fait de payer 2 €, ça a pu bloquer certaines personnes. Alors ça n'a l'air de rien, 2 €, pour beaucoup de Français, 2 €, c'est l'argent qu'ils vont économiser en allant faire leurs courses à un endroit moins cher qu'un autre. Donc au fond, c'est pas anodin de payer 2 €. Et puis de payer 2 € 2 fois, ça fait 4 €. Et puis aussi, d'une certaine manière, il n'y a pas seulement ça, mais il y a aussi toute cette sociologie qu'on connaît bien dans les études de sociologie politique, de la participation électorale, au fond de l'engagement politique. Eh bien, on retrouve toutes ces inégalités qui se traduisent et elles viennent aussi en écho du programme économique de François Fillon. Et c'est ce qui doit sans doute un peu inquiéter son camp, de dire est-ce qu'au fond, François Fillon est capable non seulement de gagner la présidentielle en élargissant son audience, mais aussi ultérieurement de gouverner. Vous l'avez dit, ça inquiète fortement les états-majors, cette segmentation, puisque la droite aura besoin d'attirer les plus modestes pour lutter contre le Front National. Le peut-elle vraiment ? Alors c'est très difficile parce que dans le programme de François Fillon et dans ce qu'il a présenté aux Français, il y avait 2 aspects. Il y avait un aspect qu'on a bien souligné, qui était l'aspect de lutte contre les déficits publics, réduction du nombre de fonctionnaires, la fin de l'ISF, plus de flexibilité sur le marché du travail. Et puis il y a un autre aspect qui est tout ce qu'il a raconté sur les thèmes, on va dire, plutôt de société. La question du mariage homosexuel, la question de l'avortement, la question de la famille dans la société française. Et bien sur ces 2 dimensions, on voit qu'il y a un souci pour lui. C'est-à-dire autant la dimension des valeurs, du conservatisme social peut attirer vers François Fillon des électeurs tentés par le Front National, autant sur la dimension économique. Alors là, c'est une autre paire de manches parce que les électeurs du Front National, il y a toute une partie de l'électorat du Front National qui sont ces exclus, ces gens qui se sentent regarder la mondialisation de l'extérieur, qui ont le sentiment que les politiques les ont abandonnés. Ils ne vont pas très bien vivre, au fond, un programme qui leur annonce, semble-t-il, moins de protection sociale, travailler davantage, peut-être être un peu moins payé. Et là, il y a vraiment quelque chose qui va être, au fond, vraiment fondamentalement, qui va diviser les électeurs du Front National de ceux de la droite, avec une grande interrogation. Et la gauche dans tout ça, qu'est-ce que le candidat de gauche va viser ? Est-ce qu'il va viser les classes moyennes, soutien assez traditionnel de la gauche, ou est-ce que la gauche aujourd'hui, elle peut reparler aux classes populaires ? C'est un thème qui fait débat à gauche depuis 15 à 20 ans. Ouais.
Si on regarde en détail les départements là où bien, le vote a été le moins important, on parlait du Nord, du Nord-Pas-de-Calais ou encore de la Moselle, c'est ce que nous expliquait Géraldine Bavoilot dans ce reportage. Ce sont des terres où l'abstention est forte et où le vote Front National est également très fort, des terres désindustrialisées, on l'a dit. Très clairement, on voit que là, le vote, la participation déjà à la primaire et encore plus le vote Fillon, eh bien, sont à des niveaux beaucoup plus bas que dans le reste du territoire national. Et on a vu, eh bien, à travers ce vote, tout un tas de clivages géographiques qu'on connaît bien aussi dans les études électorales. La France, on va dire, privilégiée contre la France dite périphérique, les grandes villes contre les territoires beaucoup plus ruraux, avec des gens qui se sentent beaucoup plus tenus à l'écart et qui ne voient pas très bien au fond de quoi François Fillon veut être le président. Est-ce qu'il va les protéger ou au contraire, est-ce qu'il va les exposer davantage à davantage de risques? Et bien sûr, on a vu encore une fois, à travers les élections, eh bien, toute l'anthropologie du pays, toute cette diversité, tous ces clivages territoriaux. Et ils vont se traduire fortement dans l'élection présidentielle. Ouais. Les territoires ruraux et les plus isolés, on le disait, les endroits paupérisés ne se sont pas sentis concernés par cette primaire. Un élément intéressant, c'est que ce clivage avait déjà été très sensible au moment de la primaire du PS en 2011. Oui, parce que les élections primaires, c'est une élection très spéciale. C'est pas comme les élections présidentielles. On l'a dit, c'est une élection où il faut être assez intéressé par la politique. Bien sûr, on peut que se frotter les mains, se féliciter de voir 4 millions de personnes, ou un peu plus, même de 4 millions, qui se rendent à cette primaire. Mais en même temps, il ne faut pas se leurrer. Ces 4 millions, eh bien, c'est une France qui est effectivement plutôt éduquée, plutôt CSP+, plutôt intéressée par le débat public, par la chose publique. Et ce n'est pas toute la diversité de la France qui s'est rendue là. La question fondamentale qui se pose à notre pays depuis quand même un petit moment, qui est où est le peuple dans la démocratie? Est-ce que la démocratie telle qu'elle apparaît dans les institutions, est-ce qu'elle se fait sans le peuple aujourd'hui ou est-ce qu'elle se fait qu'avec une partie du peuple? C'est toujours des questions d'actualité. Ouais. C'est paradoxal, ça pourrait presque remettre en cause le principe même d'une primaire? Je ne crois pas. Je pense que le principe même de la primaire, aujourd'hui, il est maintenant bien ancré dans la vie politique française. Je ne pense pas que les partis politiques vont pouvoir revenir à l'ancienne, où au fond, les comités exécutifs choisissaient le candidat à la présidentielle. Non, c'est durablement installé. Mais ça souligne qu'il y a un besoin d'autres dimensions, d'autres outils pour amener les Français vers la politique. La primaire, c'est bien, mais c'est qu'une fois tous les 5 ans. On est en campagne aussi permanente aussi, c'est certains qui ont pu reprocher à ce processus de la primaire cet aspect. Alors ça, c'est la difficulté de la primaire. Ça donne le sentiment à certains citoyens, notamment les plus éloignés de la politique, eh bien qu'il y a une sorte de jeu politique permanent, que pendant des mois, on voit des hommes politiques qui s'affrontent, qui se disputent, Et effectivement, ça rend le jeu encore un peu plus obscur et encore un peu plus distant pour ceux qui se sentent le plus loin de la politique et qui sont nos concitoyens qui sont les plus fragiles socialement, très souvent. Un des dossiers pour François Fillon à régler en urgence, c'est mettre le parti en ordre de bataille. On voit déjà quelques éléments de son organigramme. Est-ce que vous pensez que ça va lui permettre d'élargir sa base et justement bien de faire de cette fragilité sur cet électorat plutôt aisé, ça va permettre de l'étendre? Je n'ai pas vraiment l'impression. Pour le moment, on est dans un autre temps. Pour le moment, on est dans le temps où le nouveau candidat reprend la main sur le parti, tout en composant avec les autres composantes, les sarkozystes, les juppéistes, bien sûr. Donc là, on est vraiment dans un temps très partisan. Et il va s'agir pour François Fillon progressivement de se diriger vers la présidentielle en envoyant des signes. Il n'a que 2 options. Une option, c'est de dire « j'ai annoncé clairement la couleur, mon choix et ma candidature et le fait que j'ai été aussi bien élu me missionne de manière extrêmement claire pour ne pas dévier de ma trajectoire, ou au contraire, l'autre option qui est de dire il y a maintenant le temps de la présidentielle, il y a danger, il y a un Front National qui peut faire un score très élevé au premier tour, qui peut se qualifier pour le deuxième tour et s'affronter directement avec François Fillon. Donc il faudra voir laquelle de ces 2 stratégies. Je parie plutôt pour le moment sur une stratégie d'un François Fillon continuant sa trajectoire et il a beaucoup axé sa campagne sur « moi je dis la vérité », je ne le vois pas pour le moment corriger cette trajectoire. Eh bien, merci beaucoup Bruno Cotresse pour votre éclairage. On va parler de la gauche maintenant, puisqu'il n'y a pas de crise institutionnelle, pas de crise de régime. C'est ce que Manuel Valls a redit cet après-midi lors de la séance de questions d'actualité au gouvernement. Il assure que non, tout va bien, qu'il n'entend pas démissionner. Mais les tensions restent fortes au sein de l'exécutif, sans que l'on sache vraiment qui de François Hollande ou de Manuel Valls sera candidat à la primaire de la gauche. Sandra Cerquera. Manuel Valls tente de calmer le jeu. Lui qui s'était dit prêt à participer à la primaire de la gauche, même face à François Hollande.
Il réaffirme depuis Tunis qu'il n'y aura pas de confrontation politique entre les deux hommes. Il est hors de question qu'il y ait la moindre crise institutionnelle. Il ne doit y avoir aucune confrontation politique au sein d'une primaire entre le président de la République et le Premier ministre. J'ai à cœur la France et la gauche. Mais le Premier ministre renonce-t-il pour autant? Une chose est sûre, il ne veut pas apparaître comme l'homme du renoncement. Hier, les deux hommes ont conclu un accord. Ils ne se présenteront pas l'un contre l'autre. Pour le reste, tout est ouvert. Manuel Valls est prêt à remplacer François Hollande au pied levé s'il n'y va pas. Marie-Noëlle Lienemann, candidate à la primaire de la gauche, estime que l'un ou l'autre, c'est la même chose. Si ce sont les tenants de cette ligne politique qui nous ont amenés dans l'échec et dans cette division, qui triomphaient à l'issue des primaires, il est à redouter que la gauche soit éliminée du deuxième tour de l'élection présidentielle. Au Parti socialiste, on réaffirme que la primaire aura bien lieu. Et le message est clair, si François Hollande entend être le candidat soutenu par le parti, il devra s'y soumettre, même si ses proches pourraient laisser entendre le contraire. Il y a beaucoup de désordre dans la gauche. Il y a beaucoup de fragmentation. Il y a beaucoup d'opposition. Je ne jette pas la pierre à ceux qui trouvent que le spectacle actuel de la gauche, où tout le monde est candidat, ne facilite pas le travail de rassemblement. C'est François Hollande qui a maintenant les cartes en main. Hier, lors du déjeuner, le Premier ministre n'aurait obtenu aucune indication précise sur les intentions du président. Mais Manuel Valls a joué sa carte, menacé pour faire céder. Il devrait savoir dans les prochains jours si sa stratégie a fonctionné. Et on ouvre le premier débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Christian Bataille, bonsoir. Vous êtes député socialiste du Nord. Vous soutenez Manuel Valls, dont vous êtes un proche. Merci d'être avec nous. Gaëtan Gors est également sur ce plateau. Bonsoir. Sénateur socialiste de la Nièvre. Marc-Olivier Padis est également avec nous. Bonsoir. Vous êtes le directeur des études de Terra Nova. Et Christophe Pierrel, bonsoir. Ancien chef adjoint de cabinet de François Hollande. Oui. Justement, première question pour vous. On a entendu Manuel Valls qui affirme depuis hier qu'il n'y a pas de crise institutionnelle, pas de crise de régime, et pourtant il faut bien voir que la tension n'a jamais été peut-être aussi forte au sein du couple exécutif, et on ne sait toujours pas qui de Manuel Valls ou de François Hollande sera le candidat de la gauche et s'il passera par une primaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu? J'étais pas au déjeuner hier midi, mais tout ce que je sais, c'est qu'on en est sorti avec une clarification. Il semblerait que Manuel Valls ne soit pas candidat, notamment si François Hollande est candidat aux élections primaires. Donc je crois que la chose elle est assez simple maintenant, c'est que François Hollande doit dire s'il est candidat ou s'il n'est pas candidat. Et s'il est candidat, je pense que les choses se mettront clairement en place du côté du Premier ministre. Le Premier ministre l'a assuré, il n'y aura pas de crise institutionnelle, donc les choses pour moi sont claires. Oui, mais il faut aller vite aussi, puisqu'on a vu, cela donne un moudre à l'opposition. Il faut aller vite, il y a jusqu'au 15 pour déposer sa candidature aux élections primaires. Je crois qu'il y a un calendrier, il y a des choses à respecter, il est chef de l'État, et je pense qu'on peut respecter ça. Après, effectivement, je crois que tout le monde attend maintenant de savoir s'il est candidat. Et moi, le premier, je le souhaite. Je souhaite que François Hollande soit candidat aux élections présidentielles à venir en 2017. Christian Bataille, votre réaction? Est-ce que Manuel Valls peut encore rester Premier ministre après ses propos, notamment tenus dans le journal du dimanche? Oui, tout à fait. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec mon ami Pierrel, il y a une logique des institutions. Le président de la République et le Premier ministre ne peuvent pas être candidats simultanément lors de la primaire. Ça, c'est clair. Maintenant, il faut que François Hollande mesure bien sa décision. La décision est entre les mains de François Hollande. François Hollande peut décider d'être candidat, auquel cas Manuel Valls, Premier ministre, ne peut pas être candidat, ou alors, comme l'a dit Stéphane Le Foll, il faut qu'il cesse d'être Premier ministre. Et il peut aussi décider de ne pas être candidat. Moi, c'est mon opinion. Et mon opinion qui s'appuie sur les gens que je rencontre. Dans ma circonscription, je constate l'usure accélérée de l'image du président de la République ces derniers temps. Et il faut y réfléchir. Et par conséquent, sans entrer dans un conflit avec le Premier ministre, le président de la République doit aussi penser qu'il entraîne par sa décision son parti et tous ceux qui sont élus autour de lui, les députés et les sénateurs. Il n'est pas seul. Il ne décide pas que pour lui, sa décision sera lourde de conséquences pour tout le monde.
Rapidement, Christophe Pirel, ensuite. Oui, juste, je crois qu'on ne mesure pas la même chose sur le terrain. Moi aussi, je suis sur le terrain, je vis à Gap, dans les Hautes-Alpes, et très sérieusement, j'entends pas la même chose. Moi, la seule chose que j'entends aujourd'hui, c'est, amis de gauche, vous avez une vraie responsabilité. Vous avez soit Marine Le Pen, soit François Fillon, qui risque d'être le président de la République. Et donc, face à ça, aujourd'hui, les disputes qu'on voit sur les plateaux télé, les uns les autres, de gauche, qui se fracassent entre eux, sont hyper négatives. Et moi, c'est ça que j'entends le plus. C'est pas François Hollande ne doit pas y aller. Au contraire, d'ailleurs, ces derniers temps, j'entends de plus en plus de gens qui disent François Hollande doit y aller parce que c'est le seul à pouvoir rassembler la gauche. C'est le seul à pouvoir faire en sorte de gagner en 2017. Parce que c'est pas pour gagner qu'on veut être candidat. C'est pas pour gagner soi-même, c'est pour faire gagner les Français. Et aujourd'hui, le danger, il est là, on le voit. Et on partage tous, pour ceux qui sont là, une chose, c'est que le programme de François Fillon est un problème, est un danger pour la France et pour des Français qui souffrent le plus. Et nous, pendant ce temps-là, la seule chose qu'on présente, c'est des divisions, des personnalités, des gens de gauche qui se tapent dessus. Moi, c'est pas ce que je souhaite qu'on montre. Et effectivement, c'est pour ça que je pense que François Hollande doit être candidat. Gaëtan Gorf. Je crois malheureusement, la politique n'est pas une science exacte, mais il y a des logiques politiques. Et on assiste en ce moment à l'aboutissement du processus de décomposition qui est à l'œuvre maintenant depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. On a vu se détacher de la majorité des pans entiers de ceux qui avaient soutenu François Hollande en 2012, par décalage par rapport au programme. Ça a d'abord concerné les Verts, ça a ensuite concerné d'anciens ministres, venant d'ailleurs de l'aile droite ou de l'aile gauche du gouvernement. Ça concerne maintenant le Premier ministre lui-même qui se met à douter. Et ça, c'est la conséquence quand même d'orientation qu'on aurait pu corriger plus tôt. C'est de la politique, c'est pas seulement des batailles de personnes pour savoir lequel est le meilleur. C'est pour faire quoi et pourquoi est-ce qu'on est arrivé là. Donc je crois qu'il y a un problème aujourd'hui qui est évident et qu'il faut regarder en face. C'est toujours dommage de personnaliser, mais c'est François Hollande. Je l'avais d'ailleurs déjà dit il y a quelques mois ici. C'est lui le problème. Et donc la solution, c'est qu'il ne soit pas candidat. Ça ne réglera pas tous les problèmes. Mais s'il décidait de ne pas l'être, il retrouve une autorité morale, ne serait-ce que parce qu'il respecterait l'engagement qu'il avait pris de ne pas être candidat si le chômage ne baissait pas significativement. Il retrouve une autorité morale pour provoquer un vrai débat sur la manière dont la gauche doit aborder cette échéance. L'idée que se font d'autres, que tout pourrait se jouer après la présidentielle est catastrophique. Laisser en place un dispositif dans lequel on considérait après tout que ce n'était pas très grave de ne pas être au deuxième tour de la présidentielle, c'est une catastrophe. Donc il faut maintenant poser, c'est vrai, moi j'en ai appelé ce que j'ai appelé un Grenelle de la gauche, le président de la République qui ne se représente pas, il met autour de la table les candidats pour tenter de réfléchir à un projet politique commun et une candidature unique. Christian Bataille. Moi je rejoins Gaëtan dans ses doutes, et en plus je veux objecter que nous sommes quand même dans la logique d'une primaire. Quoi qu'il arrive, le débat est ouvert, et il est ouvert jusque la primaire. Oui. C'est un choix qui a été fait. Par conséquent, le président de la République a accepté cette logique de la primaire. Il sera de toute façon confronté à d'autres personnalités au moment de cette primaire. Par conséquent, l'objection qui consiste à dire tout le monde aligné derrière François Hollande, je ne veux voir qu'une tête, on ne discute pas, ça fait mauvais effet, ne correspond pas. Ça pourrait être le cas si François Hollande n'avait pas accepté la primaire. Si François Hollande était seul candidat, je l'entends murmurer juste un en instant, ce moment, parce qu'on n'a pas encore entendu ça pourrait être la justement, sur cette question de la primaire. La primaire, oui, elle peut marcher. Oui, mais est-ce qu'elle est menacée aujourd'hui, cette primaire? Est-ce que François Hollande a intérêt à passer par une primaire? Non, mais si elle a un effet d'entraînement positif. On voit très bien aussi que les primaires, si c'est pour critiquer à longueur de journée le bilan de François Hollande et ne faire que ça... C'est une primaire qui va droit dans le mur. Vous pensez qu'il n'est bien à la faire? C'était une erreur. Je dis juste qu'il faut faire attention à ce que c'est que la primaire. Ça n'avait rien d'évident de faire une primaire dans le cas d'un président sortant. D'ailleurs, les Républicains, dans leur statut, quand ils ont adopté la primaire, se sont gardés de s'imposer une primaire en cas de président sortant. C'est assez logique. Maintenant, le Parti socialiste n'avait pas pris cette précaution, donc mécaniquement, la primaire a été décidée. Moi, je considérais aujourd'hui que c'est plutôt une bonne chose parce qu'il est visible que la candidature de François Hollande ne va pas de soi. François Hollande aurait du mal à s'imposer non seulement à l'ensemble de la gauche, mais y compris au camp socialiste. Donc le fait qu'il y ait une primaire, c'est la seule chance pour François Hollande d'arriver à se relégitimiser comme candidat. Et ce n'est pas sûr qu'il y arrive.
c'est un vrai obstacle à franchir. Alors évidemment, il y aura des débats qui ne seront pas forcément négatifs. On vient de le voir avec la primaire de la droite. Il y a confrontation de projets et à la fin, contre ce que certains avaient prédit, la réconciliation a lieu. Mais on rejoint le vainqueur, ça va relativement de soi. Maintenant, la primaire, malheureusement, le préférable aurait été que la primaire concerne l'ensemble de la gauche. La dispersion, elle reste au-delà de la primaire socialiste. Arnaud Montebourg, dans le journal Le Monde, dans une interview, estime que la primaire, c'est une arme massive, je cite, de construction massive, qui évitera l'élimination de la gauche dès les premiers tours. Pour autant, si François Hollande a déclaré sa candidature, a-t-il vraiment intérêt à passer par une primaire ? Dans la logique d'institution, ça a été rappelé, non, la primaire ne s'imposait pas. Je crois qu'on peut être étonné même qu'un président de la République soit obligé d'en passer par une primaire. Mais aujourd'hui, s'il veut être candidat, ce que je ne souhaite pas, il est obligé d'en passer par là, puisque sinon il aura une multiplication de candidatures qui se manifesteront contre lui. Mais le paradoxe tout de même, c'est qu'un président de la République arrive aussi affaibli à une élection présidentielle et dans une situation dont, je répète, il y a des logiques politiques. Moi, je ne me réjouis pas de cette situation parce qu'elle nous met en difficulté. Mais il faut savoir en tirer les conséquences. Et il y aurait, je crois, de la noblesse et de la responsabilité de sa part à considérer qu'il n'est plus en situation aujourd'hui de faire mieux que de tenter de réconcilier son camp, ce qui serait déjà beaucoup s'il essayait d'en prendre la responsabilité. Être candidat à tout prix avec une telle situation, dans un tel contexte, de tels doutes, ça ne prépare rien de bon, parce que ça va simplement attiser les querelles que nous avons connues au cours de ces dernières années. Ouais. Est-ce qu'il y a une menace sur la primaire aujourd'hui Moi, déjà, j'aime beaucoup entendre les pompiers pyromanes pendant 4 ans qui ont tapé à longueur de journée. Et déjà avant le début du mandat. C'est trop facile. Déjà avant le début du mandat qui tapaient et qui ont continué pendant 4 ans et demi et qui aujourd'hui disent oh là là, il est affaibli. Il est affaibli parce que. Quand on est élu. Non, tu peux pas dire ça. Il est affaibli. Il est affaibli parce que certains. Non, mais attends. Il est affaibli parce que certains ont passé leur temps, les 4 ans et demi, à l'affaiblir. Et aujourd'hui, pour moi, son bilan, parce qu'à un moment, il faut s'appuyer là-dessus. Parce que le bilan de François Hollande, si on l'oppose au projet de François Fillon, on constate maintenant, pour tous ceux qui nous ont dit qu'on n'avait pas fait une politique de gauche, qu'il a mené une politique de gauche. Et donc, oui, il est légitime pour être candidat aux... Non, mais oui, il est légitime pour répondre... Est-ce que je peux ajouter un mot ? Oui, il est légitime. Oui, il est légitime pour se présenter. Oui, il est légitime pour se présenter aux élections présidentielles. Ensuite Christian Bataille. Et je crois... Non, mais je finis 2 secondes, excusez-moi. Je vous les ai parlé aussi. Il a une taille difficile, il faut reconnaître. Mais là, vous voyez, c'est facile. Gaëtan Gors, s'il vous plaît. Non, mais je finis juste sur une chose, excusez-moi, sur les primaires, pour dire une chose, c'est que telles qu'elles se dessinent actuellement, elles sont elles-mêmes affaiblies pour une simple et bonne raison, c'est que vous avez des candidats hors primaire déjà à gauche, Mélenchon ou bien même Macron, et parce qu'on n'a pas su du coup les rassembler. Sylvia et la deuxième chose, et Sylvia Pinel, et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui ces primaires elles sont affaiblies aussi parce que vous avez cette paire de personnes. Voilà, j'ai fini. Gaëtan, je t'en prie. Non, mais je comprends que la tâche soit difficile. Non, juste un mot. Non, elle est très facile au contraire. On ne peut pas accuser les gens d'avoir critiqué un gouvernement qui n'a pas tenu ses engagements. On l'a fait, pour ce qui me concerne, je l'ai fait en allant voir le président de la République, en allant voir le Premier ministre, en lui envoyant des notes et des courriers, en prenant des positions. Et j'ai fini par m'exprimer publiquement contre cette politique que lorsque je n'ai plus d'autres moyens pour le faire que de le faire publiquement, parce qu'on n'écoutait pas ce que l'on avait à dire et qui revenait directement du terrain. Cette déception, on ne l'a pas inventée. Cette opposition qui s'est manifestée dans les élections intermédiaires, on ne l'a pas inventée. Donc c'est la responsabilité d'un parlementaire qui a été élu par les gens, qui n'a pas été nommé par le président de la République, de dire ce qui ne va pas et d'essayer d'obtenir une correction. Et quand on ne l'obtient pas, de s'exprimer librement. Et moi, la liberté, je la revendique. Mon cas est différent de celui de Gaëtan. Moi, sans avoir pour autant quelques réserves à exprimer sur les décisions qui ont été prises, je suis membre du groupe socialiste à l'Assemblée. Et j'ai été, j'ai été un soldat au service du gouvernement. Et je le serai jusqu'à la fin de la législature. Mais autre chose est la désignation qui concerne la prochaine présidentielle. Et dans ce cas, j'estime avoir tout à fait le droit d'exprimer une opinion. Et sur ce qui concerne la primaire, à partir du moment où ce n'est pas effectivement une primaire large, on peut s'interroger
sur l'opportunité de la primaire. D'autant plus, parce qu'elle a affaibli elle-même. D'autant plus que François Hollande court un risque majeur. Il peut très bien être battu à la primaire, comme Nicolas Sarkozy l'a été à l'intérieur de son propre camp. Et dans ce cas-là, ce serait un affaiblissement terrible pour nous. Hein, vous ne le mesurez pas, moi je le mesure. Non, parce que je peux vous dire que c'est un vrai risque. C'est le risque le plus grand qu'il court en se présentant et en passant par la primaire. Marc-Olivier Pady, c'est vrai que pour l'instant les sondages le donnent éliminé dans plusieurs cas de figure à cette primaire. Oui, est-ce qu'il faut un mot sur le calendrier, ça a été rappelé, les candidats ont jusqu'au 15 décembre s'ils souhaitent se déclarer pour cette primaire de la gauche. Il faut rapidement que François Hollande fasse connaître sa décision. On le voit bien, ça donne du grain à moudre, je le rappelais, à l'opposition notamment. Oui, et puis tout le monde est un peu en avance dans le commentaire sur l'éclaircissement du paysage, parce qu'on suppute sur des possibilités, et le fait de retarder la clarification fait que les malentendus ou les discordes personnelles ressurgissent sans cesse. Donc si François Hollande se déclare, et je pense que ce sera probablement assez vite, on y verra déjà plus clair. Et pour le moment, les enquêtes d'opinion touchent cette limite qu'il est difficile de demander à des sondés de se prononcer sur des candidatures hypothétiques. On a vu ce que ça donnait avec Alain Juppé. La déclaration est très vague quand on est encore très très loin de l'échéance. Donc on y verra plus clair quand on saura qui est vraiment candidat. Mais le risque, comme vous l'avez dit, est quand même très fort. Cécile Duflot aussi a perdu la primaire des Verts. Nicolas Sarkozy a perdu on sort les sortants, la primaire des Républicains. C'est vrai que la ligne de François Hollande est contestée depuis un certain temps. Cela dit, je ne suis pas sûr que les primaires soient un bon support pour un débat sur le bilan de l'action du président et du gouvernement. La primaire se jouera plutôt sur le projet que sur le bilan. Et la bataille du bilan, elle aura lieu probablement plus tard et dans des conditions plus ou moins difficiles en fonction des résultats de la gauche. Je voudrais qu'on revienne aussi sur les tensions quand même au sein du couple exécutif. Écoutez la réaction de Manuel Valls qui répondait aux interpellations à la fois de Christian Jacob et aussi du centriste Philippe Vigier à l'Assemblée nationale. Je vous réponds parce qu'il n'y a pas de crise institutionnelle. Et je suis là, comme je l'ai fait depuis que je suis Premier ministre, pour défendre, assumer l'action gouvernementale qui est la nôtre, pour critiquer et m'opposer désormais, mais c'est normal, c'est le jeu de la démocratie, après une primaire réussie, je veux le rappeler, mais en regardant de très près les arguments qui ont été utilisés entre les deux tours, en regardant de très près le projet de François Fillon qui dit vouloir pleinement l'appliquer. C'est vrai sur la suppression des 500 000 fonctionnaires dont Alain Juppé a dit que ce n'était pas possible et pas crédible. C'est vrai pour la privatisation de la sécurité sociale. C'est vrai pour le déremboursement des médicaments, c'est-à-dire des mesures qui concerneront les plus modestes dans notre société. S'il vous plaît, il n'y a pas de crise institutionnelle parce que de toute façon, ma conception des institutions, c'est l'engagement et la loyauté. Il n'y a pas de crise institutionnelle, Monsieur Jacob, parce que je suis là pour critiquer le projet de François Fillon, parce que je suis là aussi avec tous ceux aujourd'hui dans la majorité pour défendre un projet pour la France. Gaëtan Gors, il n'y a pas de crise institutionnelle puisque ma conception des institutions, c'est l'engagement et la loyauté. Est-ce que vous pensez que Manuel Valls n'a plus sa place à Matignon? Non, je ne crois pas. Il n'est pas la peine de rajouter ce genre de crise aux difficultés qu'on connaît. Je pense que Manuel Valls est dans une position très, très difficile. Il a été loyal au président de la République jusqu'à récemment. Il s'est aperçu que cette loyauté n'aidait pas forcément à gagner l'élection présidentielle. Et donc, il essaye de faire comprendre au président de la République, ce que pensent beaucoup d'entre nous, que sa candidature n'est pas souhaitable. Alors, c'est vrai que ça crée ensuite un climat, parce qu'on est le Premier ministre et le président de la République, un climat dont la presse ne peut pas, évidemment, que la presse ne peut pas ignorer, et une tension qui est regrettable. Mais je pense que tout ça est la conséquence, je me permets d'insister sur ce point, tout ça n'apparaît pas par l'effet du mauvais ou du beau temps, c'est la conséquence d'un processus, et je crois que Manuel Valls aurait pu d'ailleurs plus tôt
faire valoir ses préoccupations, parce qu'il était évident dans l'opinion, simplement au contact que nous pouvions avoir de nos électrices et de nos électeurs, que l'attention montrait que la candidature de François Hollande ne serait pas acceptée, en tout cas sur une base large. Il faut donc qu'il renonce à être candidat. C'est la meilleure façon. Parce que sinon, nous aurons plus un débat sur le bilan. Nous ne pourrons pas y couper. Et la primaire sera totalement phagocytée par le débat sur le bilan, ce qui sera une catastrophe. Ouais, Christian Bataille. Vous l'avez vu, Manuel Valls pourrait faire un excellent candidat. Tout le monde en convient. Mais il est bloqué. François Hollande, un excellent président de la République. La non-décision du président. Moi, comme Gaëtan, Est-ce qu'il doit sortir du gouvernement ? Je suis d'avis que le président peut, dans l'honneur, dire qu'il ne sollicite pas un nouveau mandat. Ça dégagera l'horizon et ça permettra d'avoir aussi un débat politique qui, pour l'instant, est trop contenu. S'il ne fait pas Christian Bataille, est-ce qu'il faut que Manuel Valls démissionne ? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Il ne pourrait démissionner que dans un cas, c'est s'il était candidat malgré la candidature du président. Mais vous savez depuis cette semaine, depuis lundi, que ça ne va pas se passer comme ça. Donc Manuel Valls est Premier ministre et peut être candidat à la présidence à partir du moment où François Hollande aura renoncé. Et moi, je suis de cet avis. Je pense que nous avons besoin d'un candidat comme Manuel Valls pour que l'électorat renoue avec un projet et une espérance. Christophe Pirel, le calendrier s'accélère. Est-ce que vous avez des informations sur l'annonce de la candidature de François Hollande ? Non, mais je pense qu'il est seul à décider de son calendrier et c'est très bien comme ça. Mais moi, j'ai toujours besoin un peu de me pincer quand je suis en train de débattre avec des amis socialistes, parce que certains amis socialistes, heureusement, parce que tout le monde arrive avec son pifomètre de marché. Moi, j'ai vu des électeurs, moi, j'ai vu des machins. En fait, c'est plus sûr d'être dans les bureaux de l'Élysée. Non, mais moi, j'ai pas besoin d'être dans les bureaux de l'Élysée. J'y suis plus, j'habite à Gap et je suis sur le terrain tous les jours. Donc, Gaëtan, tu te trompes. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est impressionnant de voir comme à un moment on s'appuie sur les sondages se trompent tout le temps en ce moment, mais on s'appuie sur les sondages. Vous n'êtes pas d'accord, vous la contestez. Mais non, parce que finalement, qu'est-ce qui va se jouer en 2017 ? C'est projet contre projet, c'est peut-être le bilan de François Fillon contre le bilan de François Hollande. Et est-ce qu'on a à rougir de ce qu'on a fait ? Est-ce qu'on a à rougir du tiers payant généralisé ? Est-ce qu'on a à rougir finalement du mariage pour tous ? Est-ce qu'on a à rougir de l'intégralité de notre bilan ? Moi, je ne le crois pas. Et ceux qui aujourd'hui tapent à bras raccourcis, sur François Hollande, oublient une chose, c'est qu'il y a eu des réalisations, des belles réalisations de gauche, et qu'on voit à travers ce qui arrive avec François Fillon, ce que c'est un programme de droite. Et ce que c'est qu'une réalisation de droite, et comment ça met en danger le pays, et comment ça nous met en danger. Oui. Moi, je veux bien un moment. Mais là-dessus, on est d'accord. Mais qui doit incarner ces idées ? Mais les électeurs nous disent aussi, ne faites pas les idiots, arrêtez d'être bêtes. Et donc, pour arrêter d'être bêtes, il faut peut-être parler un peu plus sérieusement, et pas forcément que sur les questions de concours de beauté. Et moi, je dis une chose, c'est que je crois que François Hollande est le mieux placé aujourd'hui pour rassembler la gauche. Marc-Olivier Padis, pour rassembler une gauche large. Depuis qu'on connaît le nom du candidat de la droite, en l'occurrence François Fillon, est-ce que ça peut être une bonne chose pour François Hollande, justement ? Je pense que c'est ce qu'il se dit lui-même, que la situation lui est un peu plus favorable que si Alain Juppé avait été désigné par le processus de la primaire. Cela dit, on discute là des décisions internes au Parti socialiste. Il reste des candidats à gauche en dehors du Parti socialiste. Et ça ne va pas être évident de résoudre aussi cette équation-là. Il y a trop de candidats à la gauche de François Fillon pour le moment. D'Emmanuel Macron jusqu'à Jean-Luc Mélenchon. Ah oui. Alors, la difficulté est vraiment très très grande et l'outil des primaires, qui est assez utile, ne peut pas servir à tout. Il ne résoudra pas ces problèmes-là, à moins que, ce que moi je continuerai à espérer, tout le monde revienne à la raison et qu'on passe d'une primaire socialiste à une primaire de l'ensemble de la gauche, même si ça semble très difficile pour le moment. Oui, la primaire n'a de sens que si elle est élargie comme l'a fait la droite. La droite a réussi sa primaire, c'est une grande réussite, et l'opinion attend aujourd'hui une primaire de gauche, mais une primaire de gauche qui ne soit pas socialiste. Vous avez oublié tout à l'heure dans votre énumération de citer les radicaux, qui viennent même d'annoncer leur candidate. Ça a été rappelé, Sylvia Pinel, effectivement, qui ne passera pas par la primaire. Le problème de cette primaire se pose, mais François Hollande a rejoint l'idée de la primaire, et aujourd'hui, eh bien, il faut la faire avec les risques que ça comporte.
Gaëtan Gors, c'est vrai qu'on voit cette dispersion des candidats à gauche. Comment voyez-vous les 15 jours qui s'annoncent, justement? Écoutez, tout ce qu'on assiste, à quoi on assiste, et Marc-Olivier Padis l'a dit, c'est un concours d'irresponsabilité. Manifestement, personne ne veut regarder la situation en face, ou ceux qui prétendent le faire, évidemment, n'en tirent pas les conséquences. C'est pour ça que moi, je plaidais pour cette sorte de Grenelle de la gauche, qu'on mette les gens autour de la table sous la pression de l'opinion. Il n'y a que le président de la République, se retirant du jeu, qui peut le faire en imposant une forme d'autorité morale. J'essaie de trouver des solutions. Je n'ai pas d'obsession, j'essaie de trouver des solutions. Moi, mon obsession, c'est de ne pas voir le Front National au deuxième tour et capter une partie des électeurs les plus modestes, parce qu'ils sont déçus, pour ne pas dire désespérés, des choix que nous avons faits. Mon ambition, c'est de les reconquérir. J'essaie de trouver les solutions pour le faire, d'abord sur le programme, en termes de projet, accessoirement sur le candidat. L'avenir de tel ou tel de ce point de vue m'est totalement indifférent. Mais j'aimerais qu'on puisse discuter du fond, et là, c'est vrai qu'une campagne qui va se concentrer sur l'affrontement entre le Premier ministre, le Président de la République, sur le bilan du Président de la République, ne permettra pas de le faire. Une campagne entre Manuel Valls et Arnaud Montebourg permettrait mieux de le faire sans doute, et une campagne évidemment de primaire ouverte à toute la gauche, si elle avait ce sens des responsabilités, le permettrait encore mieux. Mais je pense, y compris d'ailleurs, que le vainqueur de la primaire socialiste pourra peut-être créer cette dynamique si nous sommes capables de mener un débat de qualité. Je pense que nous en avons encore les ressources, même si tous ceux qui dirigent aujourd'hui sont sans doute pas les mieux placés pour proposer de le faire. Quand tu parles des classes populaires, finalement, les premières mesures de François Fillon, et tu les connais, c'est la suppression du tiers payant généralisé, c'est l'impôt à la source qu'il veut supprimer, c'est la loi SRU qui veut détricoter, toutes ces choses-là qui font que et qui ont été construits par la gauche, et notamment par ce gouvernement, et qui font que ça s'adresse aux classes populaires. C'est là que j'ai du mal à comprendre pourquoi il y a une forme d'obsession à vouloir éliminer François Hollande. Pourquoi tu l'as poussé plus loin ta réflexion? François Hollande, je l'ai poussé très loin ma réflexion. Donc, François Hollande, juste, est celui qui a porté tout ça. C'est celui qui a porté une véritable politique de gauche pendant 5 ans, et il ne serait pas celui qui serait le plus à même de porter une nouvelle candidature. Moi, je dis juste que c'est celui qui, pendant les 5 années suivantes, peut porter la politique de gauche. Nous avons des choses à dire dans ce débat face à une droite qui nous ramène 20 ans en arrière. J'ai envie de reprendre le slogan de 86, au secours, la droite revient. On a énuméré un certain nombre de mesures. On n'a plus la crédibilité. Le problème, c'est d'avoir un candidat qui le porte. Je ne pense pas que l'actuel président de la République soit forcément le mieux placé. Il faut qu'on en débatte, et il faut évidemment que la primaire sanctionne ce débat. Mais il faut un débat d'idées, et il faut que ce débat d'idées soit incarné. Merci Christian Bataille, merci Christophe Pirel, merci Marc-Olivier Padis, merci Gaëtan Gors. Il est 17h31, toujours en direct sur Public Sénat. Voici le rappel des titres. Les sénateurs PS ont quitté l'hémicycle à l'ouverture de la séance. Ils protestent contre la décision de la majorité sénatoriale de ne pas examiner le budget. Didier Guillaume, le chef de file des socialistes, accuse le président du Sénat de fossoyer le bicamérisme. Vous l'entendrez dans un instant. La primaire de la gauche aura-t-elle lieu alors que la crise au sein de l'exécutif a atteint un sommet hier? Et malgré les démentis, la question de la démission de Manuel Valls reste toujours posée. On en parlera avec notre invité, candidat à la primaire, Jean-Luc Benamias. François Fillon devant les sénateurs, LR et centristes réunis. Le candidat de la droite à la présidentielle a été acclamé par les parlementaires. Il doit dévoiler la réorganisation du parti ce soir lors d'un bureau politique. Nous serons en direct dans cette édition. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, #Sénat360. Pour nous accompagner cet après-midi, Saveria Rojek et Tam Tranui en direct du Sénat. Et nous serons également avec Oriane Mancini devant le siège des Républicains à Paris. Le multiplex, c'est tout de suite. Mais avant de développer tous ces titres, Airbus va supprimer 1164 postes en Europe et fermer le site de Suresnes dans les Hauts-de-Seine dans le cadre d'un plan de restructuration. La fermeture de cette usine entraînera la suppression nette de 308 emplois. Pour en parler, on va tout de suite retrouver Tam Tranui en direct de la salle des conférences. Vous êtes avec le sénateur socialiste de Haute-Garonne, Claude Raynal. Oui, Claude Raynal, tout simplement d'abord votre réaction à ces annonces de suppression de postes chez Airbus, 1164 postes en Europe et notamment la fermeture du site de Suresnes, déjà confirmée. Oui, écoutez, on regarde ça évidemment avec beaucoup d'attention, surtout quand on est un élu comme moi, un élu toulousain. C'est une phase évidemment délicate qui s'annonce pour les mois qui viennent. Dire simplement que nous sommes dans la dernière phase finalement d'intégration du groupe Airbus, qui est parti d'une constellation d'entreprises nationales, puis ensuite qui ont été rassemblées
finalement par nature, et puis aujourd'hui qui sont totalement intégrés. Et bien sûr, ça a un impact sur les fonctions support, que sont les finances, les ressources humaines, l'analyse, l'étude générale des sites, etc. Oui, ce que vous voulez dire, c'est que finalement, il y avait quand même aussi des postes similaires entre les différents sites, entre Suresnes, Toulouse, mais aussi Hambourg, Munich, dû au fait qu'il y avait une direction dédoublée entre la France et l'Allemagne au départ. Je ne sais pas si elle était dédoublée entre la France et l'Allemagne, elle a été dédoublée entre le groupe et chacune des entreprises du groupe. Et donc il y a une volonté d'intégration, et cette intégration se fait évidemment par mise en commun des moyens et des fonctions. Maintenant, ce qui est important là-dessus, c'est à la fois l'importance, le nombre, qui doit être regardé de près, parce qu'évidemment il faut que l'ensemble des fonctions soit évidemment assuré. Là, il y aura un débat avec les syndicats pour savoir quelle est la consistance des services à conserver et à mettre en œuvre, bien entendu. C'est un sujet important. Et deuxième sujet, il faut que ça se fasse évidemment avec l'accord des personnels, c'est-à-dire qu'on utilise le plus possible, bien sûr, les départs volontaires ainsi que les pré-retraites. Et il serait quand même curieux qu'un groupe qui est aujourd'hui en pleine réussite, en pleine capacité, qui a des résultats tout à fait remarquables, fasse finalement ce type de transformation au détriment des personnels. Est-ce que vous craignez aussi l'impact sur les sous-traitants qui pourraient être les prochains à se serrer la ceinture ? Là, je ne crois pas. Il s'agit là, effectivement, d'une réorganisation interne. Pour ce qui concerne de la sous-traitance, il y a déjà eu des impacts dans les années précédentes, mais finalement, peut-être pas aussi importants que ceux que l'on pouvait craindre, en particulier sur l'ingénierie. Vous êtes donc plutôt optimiste, Claude Raynal ? Oui, enfin, en tout cas, moi, je considère que le groupe Airbus a créé comme emploi supplémentaire de l'ordre de 25 000 emplois supplémentaires dans les 5-6 dernières années. Ça a donc été un impact considérable, et je note simplement que quand on crée des emplois, on n'en parle pas trop. Et quand on en supprime, un tout petit peu plus. Je crois qu'il y a réellement une réussite d'Airbus qui est concrétisée dans l'ensemble des territoires, qui est très claire à Toulouse, à la fois pour le groupe et à la fois pour les sous-traitants. Donc, je fais confiance à la fois à la direction et aux syndicats pour trouver l'équilibre convenable. Et surtout, je m'inquiète toujours des personnes par elles-mêmes. Parce que la question, elle n'est pas finalement la question globale. Elle est finalement personne par personne. C'est là-dessus qu'il faut travailler pour que les choses se passent au mieux dans une réorganisation qui était de toute façon attendue. Un point qui me paraît, peut-être si vous me permettez, plus délicat, c'est le point de la recherche. Car là-dessus, le groupe Airbus, finalement, en fermant Suresnes en particulier, le centre de recherche de Suresnes, a beaucoup à dire, à expliquer sur sa stratégie à l'avenir. Et je crois que c'est très important, en particulier pour notre secteur, qui a beaucoup de laboratoires de recherche en aéronautique, de savoir quel est l'objectif finalement du groupe Airbus par rapport à ses laboratoires, à ses chercheurs et à sa recherche interne. Oui, d'ailleurs, lors d'un débat au Sénat, vous aviez dit combien il fallait un nouveau plan pour permettre le développement des technologies de l'avion du futur. Où est-ce qu'on en est, selon vous, aujourd'hui ? Il y a toujours des débats sur le PIA3. Il y a toujours cette idée que lorsque une industrie réussit, finalement, peut-être, on n'a plus besoin de l'appuyer. Je ne le crois pas. Je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est de continuer à appuyer sur les domaines qui fonctionnent. L'aéronautique et l'espace sont des domaines qui marchent remarquablement. Et il faut donc que l'État, dans son appui aux industries, continue cet effort. Merci beaucoup, Claude Raynal, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, Tam. Retour aux sources ce matin pour François Fillon. L'ancien sénateur de la Sarthe a été acclamé par ses anciens collègues fillonistes de la première heure, mais aussi les jupéistes et les centristes qui ont décidé de faire bloc derrière l'ancien Premier ministre. Il va devoir rassembler son camp et élargir sa base en vue de 2017. Cécile Sixou. Les présidents de groupe Les Républicains et centristes du Sénat côte à côte pour accueillir François Fillon. C'est quoi aujourd'hui? Des gens solides. Message de rassemblement. Après la bataille des primaires, le grand vainqueur est venu rassembler ses troupes. Et le message semble bien être passé. À la sortie, des soutiens de Sarkozy en passant par les jupéistes, tous les parlementaires républicains n'ont qu'un mot à la bouche, le rassemblement derrière le candidat. Il nous a rassemblés, c'est déjà une bonne chose. Il a dit que la primaire est derrière. Maintenant, ce qui compte, c'est l'alternance, c'est gagner la présidentielle. Très rassembleur, tout le monde aura sa place, voilà. Des mots d'amitié, des mots de remerciement et des mots de rassemblement. Voilà, il est ouvert à tout, mais dit-il, il ne changera pas son programme.
Selon les soutiens de la première heure, le candidat à la présidentielle compte bien rester droit dans ses bottes sur son programme. Je pense que les Français ne comprendraient pas que le programme de François Fillon change. Pourquoi d'ailleurs? Parce que certains le rejoindraient. Non, il a très largement gagné cette primaire et je pense qu'il a maintenant la force pour effectivement appuyer sur ses grandes valeurs, ses convictions et entraîner ceux qui l'ont rejoint. Après les querelles de l'entre-deux tours, certains attendaient pourtant des signes d'inflexion de François Fillon. Il y a eu dans l'entre-deux tours des débats, par exemple sur la question de la couverture sociale. Je me réjouis que dès hier, François Fillon ait évoqué la possibilité de préserver, de protéger les plus fragiles pour leur droit à la protection. Les centristes aussi espèrent pouvoir discuter du programme avec le candidat. Discuter, ça veut dire surtout discuter du programme et s'assurer que dans le programme qui sera définitivement présenté, eh bien, il y aura les arguments des centristes qui seront pris en considération. Les centristes, en tout cas, devraient en savoir plus sur le nombre d'investitures que leur réservent les Républicains après le bureau politique de ce soir. Il reste 86 places à pourvoir. Et pour en savoir plus sur les coulisses de cette rencontre, l'article de François Vignal à lire sur publicsénat.fr. Et on retrouve à présent Oriane Mancini en direct du siège des Républicains, rue de Vaugirard à Paris. Oriane, est-ce qu'on en sait un peu plus sur le futur organigramme du parti ? Eh bien Delphine, le bureau politique commencera ici dans moins d'une demi-heure et on a déjà vu les premiers participants arriver et parmi les premiers arrivés, eh bien ceux qui constituaient l'ancienne garde rapprochée de Nicolas Sarkozy. On a vu Brice Hortefeux, Nadine Morano, François Baroin ou encore Christian Estrosi faire leur entrée ici au siège des Républicains. Alors vous l'avez dit, l'objectif de ce bureau politique, eh bien c'est d'annoncer le nouvel organigramme, la nouvelle réorganisation du parti, puisque selon les règles en vigueur chez les Républicains, eh bien, le vainqueur de la primaire, François Fillon, a toute latitude pour choisir la nouvelle direction du parti. Alors François Fillon a choisi de mettre en place une direction collégiale, une direction fidèle à l'esprit de rassemblement qu'il prône depuis son élection dimanche dernier. Les principaux soutiens des différents candidats à la primaire en feront donc partie. Le bureau politique devrait donc se dérouler sans heurts. Ça sera assez formel, assez consensuel. Il faut éviter les fâcheries avant la présidentielle, nous a confié Roger Carucci à son arrivée. Et preuve, s'il en est, que ce bureau politique devrait bien se passer. Il est prévu pour une durée de seulement une demi-heure. Et c'est Jérôme Chartier, le porte-parole de François Fillon, qui sera chargé d'annoncer le nouvel organigramme du parti. Sa conférence de presse est prévue aux alentours de 18h30. Merci beaucoup Oriane. Et justement, vous venez d'en parler, c'est le premier chantier que François Fillon devra régler au plus vite, mettre le parti en ordre de marche. Le sarkozyste Laurent Wauquiez, qui assurait la présidence par intérim, devrait être remplacé par un proche de l'ancien Premier ministre, Flora Sauvage. Ce matin, devant les parlementaires, il n'a rien révélé du nouvel organigramme à la tête du parti Les Républicains. François Fillon va annoncer ce soir, lors d'un bureau politique, la réorganisation du parti et la mise en place d'une direction collégiale. La reconstitution du parti doit se faire bien sûr avec des parlementaires et des hommes et des femmes politiques en qui il a confiance, mais aussi dans la grande ouverture de ceux qui ont fait d'autres choix à d'autres moments. Au sein de la direction collégiale prendront place Gérard Larcher et Bruno Retailleau pour les fillonistes, Virginie Calmels et Nathalie Kosciusko-Morizet pour les jupéistes et François Baroin pour les sarkozystes, ainsi que Thierry Solaire. Une chose est sûre, dans le clan des fidèles, Patrick Stefanini, l'ex-directeur de campagne pour la primaire, doit devenir directeur général du parti, à la place du sarkozyste Frédéric Péchenard. Les statuts prévoient que notre candidat, le président de la République quand il est issu de notre famille politique, est celui qui décide. Il s'agit que le parti soit en lien très étroit de confiance avec le candidat. Le très sarkozyste président par intérim, Laurent Wauquiez, devrait céder sa place au fignoniste Bernard Accoyer, qui deviendrait le secrétaire général du parti. C'est tout à fait symbolique de mettre un proche de François Fillon, qui aussi a été président de l'Assemblée nationale, et Laurent Wauquiez a d'énormes responsabilités dans sa région, donc je crois que ça me paraît normal. Avec un parti Les Républicains en ordre de marche pour la présidentielle, le candidat François Fillon est plus que jamais déterminé à ne pas se faire imposer ses choix. Et on retrouve tout de suite Tam Tranui, toujours en direct de la salle des conférences, avec la sénatrice UDI-UC de Vendée, Annick Billon.
Oui, Annick Billon, vous êtes un des soutiens de François Fillon au Sénat. La droite sénatoriale qui va devoir se prononcer la semaine prochaine sur le délit d'entrave numérique à l'IVG. Un sujet, on le sait, sur lequel il y a eu des attaques à François Fillon dans l'entre-deux-tours par Alain Juppé qui disait qu'il était ambigu sur ce sujet. Est-ce que vous approuvez la proposition de loi socialiste qui vise à créer un délit d'entrave numérique à l'IVG ? Je crois que le gouvernement essaye à nouveau de rentrer par la petite porte. Lorsqu'il a essayé de rentrer, lorsqu'il y a eu la loi égalité-citoyenneté, l'amendement a été refusé. On nous propose à nouveau une proposition de loi. Pour des raisons de droit, on considère que c'est en quelque sorte un cavalier législatif. Là, tout à fait. On nous propose une proposition de loi, l'extension du délit d'entrave. Je crois qu'il faut vraiment se poser des questions juridiques fortes parce que l'entrave est un mot très fort. Vous avez une notion de matériel, une notion de physique. Là, on parle d'information. Est-on plutôt sur des questions de délit de presse ? Je crois qu'il faut vraiment se poser la question. J'espère que les débats seront à la hauteur de la question posée. Moi, je crois que le droit à l'IVG, c'est un droit fondamental. Il ne s'agit pas de rouvrir ce débat et j'espère que, justement, on ne rouvrira pas des débats et des plaies à ce moment-là. Mais est-ce qu'il n'y a quand même pas des sites qui se font passer pour des sites d'information qui sont en fait des sites anti-avortement ? Il faut bien faire quelque chose ? Il faut absolument faire quelque chose, il faut veiller à l'information, mais comment donner une véritable notion de la mauvaise information ? Est-ce qu'on est sur la même chose que l'entrave ? Je rappelle quand même que l'entrave est punie de 30 000 € d'amende, d'emprisonnement. Là, on est sur de l'information. Comment juger de la bonne ou la mauvaise information ? Lorsque vous avez des sites qui disent, par exemple, vous pouvez annuler votre rendez-vous au planning familial quelques jours avant, comment va-t-on juger de la bonne ou mauvaise information ? Je crois qu'il y a une vraie question à se poser d'information qui n'a rien à voir avec l'entrave qui est beaucoup plus forte. Donc ne caricaturons pas le débat. On voit, vous utilisez un argument de droit. Annick Billon, vous aviez remis un rapport avec Françoise Laborde demandant à garantir l'exercice de ce droit de l'IVG à toutes les femmes qui souhaitent interrompre leur grossesse. Vous ne considérez pas que ces sites, cela empêche parfois ce droit ? Ça peut empêcher ce droit, mais je crois qu'on a le devoir, nous, en tant que parlementaires, de respecter le droit et de donner les moyens à tous les dispositifs en France et les mêmes moyens partout sur le territoire, notamment le planning familial, d'avoir des moyens d'information et de communiquer et de mieux communiquer partout de la même manière sur tout le territoire. La conférence des évêques aujourd'hui a dénoncé une atteinte grave aux libertés dans la proposition de la socialiste. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse de la conférence des évêques ? Alors, je n'ai pas lu cette conférence, j'ai pas eu le retour de cette conférence des évêques. Je préfère la regarder de plus près avant de me prononcer sur la conférence des évêques, si vous le permettez. Dernière question à Annick Billon. Est-ce que vous vous sentez à l'aise dans les soutiens de François Fillon ? Il y a aussi Sens commun, l'émanation politique de la Manif pour tous, qui prône, elle, les voies alternatives à l'IVG. Alors, je crois, lorsqu'on soutient un candidat, on le soutient parce qu'on a des convictions, parce qu'on croit en son candidat. C'est mon cas. J'ai adhéré et j'ai parrainé François Fillon depuis le départ. Ne caricaturons pas. Je crois qu'on était entre deux tours. Il y a eu beaucoup de caricatures. Pour ma part, mes convictions n'ont pas changé. Le sens commun et la manifestation pour tous, c'est pas forcément, je dirais, mon petit déjeuner, mon déjeuner, mon dîner. Donc, restons sur le programme de François Fillon et il a un socle et une base solide. Restons-en là. Merci. Merci beaucoup Annick Billon d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup Tam pour cette réaction en direct. Crise institutionnelle, crise de régime. Manuel Valls assure que non, tout va bien, qu'il n'entend pas démissionner. Mais les tensions restent fortes au sein de l'exécutif, sans que l'on sache vraiment qui de François Hollande ou de Manuel Valls sera candidat à la primaire de la gauche. Sandra Cercara. Manuel Valls tente de calmer le jeu. Lui qui s'était dit prêt à participer à la primaire de la gauche face à François Hollande, réaffirme cet après-midi à l'Assemblée nationale qu'il n'y aura pas de confrontation politique entre les deux hommes. Ma conception des institutions, c'est l'engagement et la loyauté. Il n'y a pas de crise institutionnelle, Monsieur Jacob, parce que je suis là pour critiquer le projet de François Fillon, parce que je suis là aussi avec tous ceux aujourd'hui dans la majorité pour défendre un projet pour la France. Mais le Premier ministre renonce-t-il pour autant ? Une chose est sûre, il ne veut pas apparaître comme l'homme du renoncement. Hier, les deux hommes ont conclu un accord. Ils ne se présenteront pas l'un contre l'autre. Pour le reste, tout est ouvert. Manuel Valls est prêt à remplacer François Hollande au pied levé s'il n'y va pas.
Marie-Noëlle Lienemann, candidate à la primaire de la gauche, estime que l'un ou l'autre, c'est la même chose. Si ce sont les tenants de cette ligne politique qui nous ont amenés dans l'échec et dans cette division, qui triomphaient à l'issue des primaires, il est à redouter que la gauche soit éliminée du deuxième tour de l'élection présidentielle. Au Parti socialiste, on réaffirme que la primaire aura bien lieu. Et le message est clair, si François Hollande entend être le candidat soutenu par le parti, il devra s'y soumettre, même si ses proches pourraient laisser entendre le contraire. Il y a beaucoup de désordre dans la gauche. Il y a beaucoup de fragmentation. Il y a beaucoup d'opposition. Je ne jette pas la pierre à ceux qui trouvent que le spectacle actuel de la gauche, où tout le monde est candidat, ne facilite pas le travail de rassemblement. C'est François Hollande qui a maintenant les cartes en main. Hier, lors du déjeuner, le Premier ministre n'aurait obtenu aucune indication précise sur les intentions du président. Mais Manuel Valls a joué sa carte, menacé pour faire céder. Il devrait savoir dans les prochains jours si sa stratégie a fonctionné. Jean-Luc Benamias, candidat à la primaire de la gauche, auteur du livre « Un président devrait dire ça » est notre invité. Il répond aux questions de Mickaël Zamès dans le face-à-face et c'est tout de suite. Bonjour Jean-Luc Benamias. Bonjour. On va parler de votre livre, Un président devrait dire ça, dans un instant. Simplement, je voudrais vous entendre à propos de ça, de ce qu'on vient d'entendre. Cette primaire, selon vous, elle aura lieu ou pas? Tout est fait pour qu'elle ait lieu. Ou est-ce que tout est fait en ce moment pour qu'elle n'ait pas lieu? Dans les discussions, moi j'entendais ce que disait Jean-Christophe Cambadélis, il a raison. C'est quoi ce spectacle incompréhensible? Totalement incompréhensible par l'opinion publique en général et l'opinion de gauche en particulier. Totalement incompréhensible. Ce qui est incompréhensible, c'est quoi? C'est la crise institutionnelle qu'on est en train de Non, vivre? je ne pense pas qu'il y ait crise institutionnelle au sens propre du terme. Mais on voit bien qu'il y a une difficulté, comme dans l'opinion publique de gauche, à avoir de la crédibilité. Chacun se sent plus crédible que l'autre. On va où avec tout ça? On va vers la faillite. Non pas la faillite de la France n'est pas en faillite, mais on va vers la faillite de la gauche française. Tout mon rôle à moi est de voir comment, dans la période, dans les semaines qui viennent, on recrée une espérance progressiste dans le pays. Comment on crée une espérance progressiste avec tous ceux qui se sentent progressistes? On a vu la primaire de la droite, extrêmement réussie, je le dis, et je m'en satisfais. Non pas parce que je suis d'accord avec M. Fillon, parce que 4,5 millions, 5 millions sur les deux tours qui vont voter, citoyens, ça donne de la crédibilité au monde politique. Mais clairement, là, qu'est-ce qu'on donne comme spectacle à gauche? Alors j'entends ce que dit Jean-Christophe Cambadélis. Il y a beaucoup de candidats. Oui. Moi, je participe à la primaire de la gauche, des démocrates et des écologistes. C'est-à-dire que c'est une primaire, on est là pour débattre, pour proposer, et on joue le jeu. Tous ceux qui sont en dehors de la primaire, évidemment, font que, même s'il y a débat entre M. Valls et M. Hollande par rapport à la candidature, le fait qu'il y ait M. Macron, M. Mélenchon et j'en passe, fait que la présence de la gauche au second tour est déjà mise en grande difficulté. Alors, Bruno Le Roux, qui est le patron des députés Parti socialiste, la primaire ne permet pas ce rassemblement. Donc, ça veut dire que ce qu'on appelle les Hollandais, les proches de François Hollande, sont en train de mettre des petits cailloux un petit peu partout pour dire que cette primaire n'a plus lieu d'être. C'est-à-dire qu'ils n'écoutent pas le président de la République lui-même, qui, en juillet dernier, si je me rappelle bien, moi j'étais surpris qu'il accepte de participer à la primaire. Il accepte d'y participer. On n'avait pas réussi à faire la primaire de la gauche tout entière. On a essayé, ma formation, le Front démocrate, Union des démocrates et des écologistes est présent dans ces réunions, on a essayé. Le Parti communiste avait bien le droit de ne pas y participer, les Verts ont décidé de ne pas y participer, cette initiative est tombée à l'eau. On va à la primaire. François Hollande, le président de la République, dit qu'il est prêt à y participer. Je dis ok, banco. Dans ces cas-là, d'autres formations, nous sommes de petites formations, Front démocrate, Union des démocrates et des écologistes, c'est petit, mais ça donne des perspectives, ça ouvre des portes, ça ouvre des perspectives. Dans ce cadre-là, je ne vois pas pourquoi les autres n'y participent pas, ou alors ils ont peur du débat. Est-ce que vous pensez que François Hollande sera candidat hors de la primaire? Je vais vous le dire autrement. J'ai vu François Hollande il y a 15 jours, 3 semaines. Oui. Rien ne me permettait de dire, après le rendez-vous, qu'il n'était pas candidat. Rien. On n'a pas discuté, on a discuté 1 heure de tas d'autres choses. Mais quand on est sorti, je suis comme beaucoup de gens qui voient François Hollande, on ne sait pas trop ce qu'il en pense. Mais tout me permettait de dire qu'il se préparait à la candidature. Alors, c'est ma dernière question sur cette primaire. Qu'est-ce qui vous garantit, qu'est-ce qui peut garantir aussi aux proches de François Hollande que cette primaire ne sera pas un référendum anti-François Hollande? Rien. Ouais. Rien du tout. C'est peut-être pour ça qu'elle a du mal à exister, cette primaire. Je pense que ni Bruno Le Roux, ni d'autres ne sont dans la tête de François Hollande. Moi, pas plus. Et je pense que François Hollande, tel que je le connais, se donne des perspectives, à tort ou à raison, se donne lui-même ses perspectives. Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu de votre livre. Un président devrait dire ça. Qu'est-ce qu'il devrait dire, le président? Qu'il n'a pas dit.
qu'il n'a pas dit. On en a discuté avec lui, et puis après il écoute ce qu'il a envie. Hein. Parler directement aux Françaises et aux Français de la situation d'un pays comme la France, de la République française, par rapport à la situation mondiale et européenne. Dire quel est le poids réel aujourd'hui d'un président de la République française par rapport aux conventions européennes, aux lois européennes, aux directives européennes. Qu'est-ce qui fait que la France a les libertés d'action et qu'est-ce qui fait qu'elle n'en a pas? Idem dans le cadre de la mondialisation. Quel est le poids d'un seul pays aujourd'hui par rapport à ce qui va nous arriver, ce qui arrive déjà, le numérique, le 3D, la situation qu'on aura à vivre dans les 5 ou 10 ans? Jacques Attali parle de mondialisation malheureuse. Vous reprendriez aussi ces termes? Je ne sais pas si je reprendrai du Jacques Attali, qui est quand même quelqu'un de très intelligent, mais je dirais en tous les cas qu'on doit, nous, la République française, avec un certain nombre d'autres pays européens, se mettre en accord sur comment nous réagissons, nous nous préparons à cela, au numérique, à la situation de demain. Je vais vous donner un exemple. Quand j'entends ici ou là, que ce soit à droite ou chez d'autres candidats qui ne sont pas dans la primaire, qu'il faudrait augmenter le temps de travail. Je dis et j'affirme que le temps de travail, ça ne sert à rien de l'augmenter. Avec ce qui va nous arriver, le temps de travail moyen au niveau du monde occidental sera à peu près autour des 35 heures. Ça ne sert à rien d'y toucher. Parce qu'on travaillera, certes, certains moments, on travaillera 40 heures, 42 heures, d'autres moments, on travaillera 25 heures. Parce que le monde... Vous aurez donc ce débat avec François Fillon, entre autres? Je ne sais pas si François Fillon acceptera de débattre avec moi. Non, autour des idées. Mais j'aimerais bien l'avoir. Oui, autour des gens qui soutiennent François Fillon. Oh ben, j'en ai plein avec François Fillon. On le voit. Les Républicains vont avoir un gros problème. Le parti des Républicains vont avoir un gros problème. Lequel? Tout d'un coup, le fait que tout d'un coup, le Parti démocrate chrétien, pas celui qui existe, mais l'historique Parti démocrate chrétien, devient le Parti républicain. Or, tous les républicains que je connais au Parti républicain ne sont pas complètement... Vous parlez quoi? De la religion dans la sphère politique? La victoire de M. Fillon. Tout le monde l'a vu. Oui, ça symbolise quoi? Et il a fait... Ça symbolise quoi, Jean-Luc Benamias? Ça symbolise la France profonde, une France profonde qui se pense catholique. Quand j'entendais dans certaines émissions ou sur des actualités, sur les grandes TF1 et France 2 ces jours-ci, des gens répondent. Ils répondaient, la France est catholique. Ça vous a choqué? Non, ça ne me choque pas de la part de ces gens. Ils ont bien le droit de penser qu'ils sont catholiques et je respecte totalement cela. Mais la France n'est pas, la France laïque telle que je la conçois et républicaine, n'est pas catholique. Pour résumer, pour les Français, il nous reste 30 secondes. Pour ceux qui voudraient lire votre livre, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je sers à quelque chose dans cette affaire, c'est comment je sers vraiment. Votre candidature. On peut voter Allez, pour en 30 moi. secondes. On peut voter pour moi parce que ce que je propose d'alliance progressiste large, et ça ne s'arrête pas uniquement à la gauche stricto sensus, est quelque chose qui fera qu'un président serait majoritaire 2 jours après son élection, ce qui ne sera pas le cas aujourd'hui, ni avec M. Fillon, ni avec Marine Le Pen. Merci Jean-Luc Benamias, je rappelle le titre de votre ouvrage, Un président devrait dire ça. Merci. Merci. Alors qu'on vient d'apprendre que c'est confirmé, Bernard Accoyer est nommé secrétaire général des Républicains. Et Laurent Wauquiez devient le premier vice-président, c'est ce qu'a dit François Fillon devant le bureau politique. Et puis à noter également que Nicolas Hulot était au Sénat aujourd'hui à l'invitation de la sénatrice écologiste Aline Archimbaud pour rencontrer une délégation d'Amérindiens. Il s'est exprimé sur un éventuel soutien à un candidat en 2017. Pour l'instant, il a choisi de ne pas choisir. On l'écoute au micro de Samia Dechir. Je ne soutiens pas un candidat en particulier. Implicitement, je risque de le soutenir, puisque je pense qu'il y aura beaucoup de convergences. Mais je ne soutiens pas un candidat en particulier. Mon seul soutien, c'est un soutien à l'humanité dans sa diversité et sa dignité. Dans le reste de l'actualité au Sénat, c'est ce qu'on appelle la réponse du berger à la bergère. Les sénateurs PS ont quitté l'hémicycle cet après-midi à l'ouverture de la séance. Un geste fort pour marquer leur opposition à la stratégie de la droite qui a fait le choix de ne pas examiner le projet de loi de finances. Stéphane Amalian. La scène est plutôt rare au Sénat. Nous quittons la salle et nous reviendrons jeudi. Le groupe socialiste déserte la salle en accusant la droite et le centre de bloquer le vote du budget de 2017. Nous les retrouvons à la sortie de l'hémicycle avec leur président, Didier Guillaume. Bonjour. La droite sénatoriale a choisi, pour des raisons préélectorales, pour des raisons post-primaires, de ne pas établir un contre-budget, de ne même pas étudier le budget de la nation. Or, le premier acte d'un parlementaire, c'est d'étudier et de voter le budget de la France. Les dossiers sont jetés symboliquement par terre. C'est le budget foulé aux pieds, c'est le budget qui est jeté à terre, c'est un budget qui n'a servi à rien, c'est bien dommage.
Le groupe socialiste rejette la responsabilité sur la droite et le centre qui ont voté en commission une motion pour rejeter le budget sans discussion préalable. Quitter ainsi l'hémicycle n'est pas une bonne méthode. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que les groupes politiques peuvent quitter un hémicycle, mais je ne trouve pas ça très positif. Nous sommes dans une situation quand même sérieuse. L'état des finances de la France exige un regard à la fois critique et constructif, et je déplore ce genre de méthode qui ne fait pas avancer en réalité le débat. Droite et gauche se renvoient la balle, mais sont d'accord sur un point, le Sénat sort affaibli de cette crise. Les discussions du budget 2017 se poursuivront donc à l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. Saveria Rojek, en direct de la tribune de presse de l'hémicycle. Saveria, malgré ce coup de théâtre des sénateurs socialistes, eh bien, les autres sénateurs, à la fois des bancs communistes, écologistes, du RDSE et de la droite, ont continué les débats. Absolument Delphine, les débats, la discussion générale continue derrière moi et ce jusqu'à demain, jusqu'au dépôt de la question préalable. Et en attendant, c'est bien une décision exceptionnelle qu'ont pris les sénateurs socialistes, exceptionnelle et symbolique. Dans l'entourage de Didier Guillaume, on m'explique que cette décision n'a pas été évidente à prendre pour tous les sénateurs, mais l'affaire est grave et ce choix a donc été fait. Il a parlé, on l'a entendu, d'une semaine noire pour le Sénat qui se tire une balle dans le pied. À quoi sert le Sénat s'il ne prend pas la peine d'examiner le budget, a demandé le patron des sénateurs socialistes. Il a interpellé directement le président du Sénat, Gérard Larcher, qui d'ailleurs ne préside pas la séance cet après-midi. Gérard Larcher qui lui a répondu tout à l'heure par un communiqué officiel dénonçant, je cite, la violence des propos de Didier Guillaume. Alors en attendant, bien sûr, donc la discussion générale se poursuit derrière moi et c'est demain à 15h que sera présentée et sans aucun doute votée la question préalable qui mettra donc fin au débat sur le budget au Sénat. Merci beaucoup Saveria pour ces précisions. On retrouve à présent Tam Trani pour une réaction. Vous êtes avec le sénateur LR, Éric Doligé, c'est à vous. Oui, Éric Doligé, tout à l'heure, donc les sénateurs socialistes ont quitté l'hémicycle pour protester contre le fait que la droite sénatoriale ne va pas débattre sur le projet de loi de finances. Est-ce que tout cela, ce n'est pas de bonne guerre finalement ? Bon, je ne sais pas si c'est de bonne guerre, en tout cas c'est une mauvaise pièce de théâtre. On a un budget, tout le monde le reconnaît, même la Cour des comptes, qui est insincère, qui est calamiteux, qu'on ne peut même pas retravailler. Ça justifie de ne pas débattre dessus ? C'est justifié. De toute façon, là, on débat. On a quand même 6 heures de débat, après un débat qui a déjà duré 3 ou 4 heures la semaine dernière, en séance publique, et la gauche ne veut pas débattre. En commission, on en a débattu pendant 9 semaines d'affilée sur tous les sujets. Oui, d'ailleurs, la gauche qui a commencé son boycott déjà en commission ces derniers jours. Oui, parce qu'elle n'a rien à dire pour défendre le gouvernement. Comme les chiffres sont tronqués, qu'il y a des recettes qui sont surévaluées et les dépenses sont sous-évaluées, bien évidemment, le déficit qu'il présente n'est pas le réel déficit que nous allons à connaître. Et puis énormément de dépenses sont reportées à partir de 2018 pour un futur gouvernement. Donc ils sont bien embêtés pour défendre en séance leur position. Alors, Didier Guillaume, tout à l'heure, a eu des mots très durs à l'égard de la droite sénatoriale. Il l'accuse de bâillonner le Sénat à des fins préélectorales. Que lui répondez-vous ? Écoutez, si vous regardez le budget, je pense qu'il a dû le regarder. En tout cas, je l'espère. Il a pu voir qu'il y a plus de 10 milliards, pas loin de 20 milliards, qui sont des cadeaux électoraux qu'ils font à leurs électeurs. Donc un budget, ça n'est pas fait pour faire des cadeaux électoraux, c'est fait pour redresser la France. Et en l'occurrence, ce budget va enfoncer un peu plus la France dans les difficultés. Donc je n'ai pas compris leur attitude, mais c'est vraiment une mauvaise pièce de théâtre. Est-ce que vous pensez, on le voit, ce climat électrique, que dans ce climat, les parlementaires vont pouvoir continuer à travailler correctement jusqu'en février, avant la campagne présidentielle ? C'est difficile, parce que lorsque vous voyez ce qui se passe au Parti socialiste actuellement, vous avez vu les primaires de la droite, elles ont été particulièrement réussies. Au Parti socialiste, ils sont chacun dans leur clan. Alors au moins aujourd'hui, on est arrivé à peu près à les rassembler. Mais si jamais le président Hollande se fait battre aux primaires, je ne sais pas comment on va arriver à fonctionner. Merci beaucoup Éric Doligé d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup Tam. On ouvre à présent le second débat de Sénat 360 avec mes invités. On va revenir sur les défis qui attendent François Fillon.
Et mes invités qui m'ont rejoint sur ce plateau, Ladislas Poniatowski, bonsoir. Vous êtes sénateur Les Républicains de l'Eure. Vous avez soutenu François Fillon dans cette campagne pour la primaire de la droite et du centre. Face à vous, François Grosdidier, sénateur LR de la Moselle. Vous souteniez Alain Juppé dans cette primaire. Et Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir. Merci d'être avec nous. Directeur de la publication d'Atlantico. On voit un petit peu les priorités et les dossiers qui sont sur la table pour François Fillon. Dans un premier temps, il doit mettre en ordre de marche et en ordre de bataille, si je peux dire, le parti. On commence à voir l'organigramme qui se dessine. Bernard Accoyer nommé secrétaire général, tandis que Laurent Wauquiez devient premier vice-président. Quelle est votre réaction, Ladislas Poniatowski ? Écoutez, il a annoncé, d'ailleurs, il nous l'avait dit ce matin, qu'il voulait rassembler tout le monde dans son camp, et c'est ce qu'il fait. Ce qui fait toutes les composantes d'une part et les soutiens des différents candidats à la primaire sont présents avec une répartition, et je crois que c'est un très bon signe. Il est conscient qu'il a rassemblé une partie des Français dans la primaire, mais pas tous. L'étape suivante, elle va être une étape difficile, il a besoin de tout le monde. Et donc, il partage les responsabilités entre tout le monde. Oui. François Grosdidier, est-ce que vous êtes d'accord justement sur cet aspect rassemblement de tous les Français dans la campagne pour la primaire ? On commence à voir un petit peu l'électorat qui s'est mobilisé dimanche. Dans l'ensemble, ce scrutin a attiré des urbains, des CSP+, des retraités, et pas forcément les classes populaires qui semblent s'être un peu désintéressées de cette primaire. C'est vrai pour moi qui suis maire d'une ville très populaire, et d'ailleurs où Alain Juppé est en tête au premier et au deuxième tour. Très faible en Moselle, effectivement. L'électorat populaire, c'est moins utilisé pour la primaire, mais ça, on le savait dès le départ. Bon, l'information quand même essentielle, c'est qu'il y a eu 4,5 millions d'électeurs, ce sont des électeurs qui sont mobilisés et qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. D'ailleurs, il y a eu plein de surprises. La surprise d'abord, c'est que fillonistes et juppésiens s'attendaient plutôt à faire campagne ensemble entre les deux tours, parce que personne ne pensait que Nicolas Sarkozy serait éliminé compte tenu de son socle minimum de 800 000 voix. Mais avec 4 millions d'électeurs, il a été éliminé dès le premier tour. Bon, rien ne s'est passé comme prévu. Et l'heureuse surprise, c'est 4,5 millions d'électeurs donc, qui portent après ça, que ce ne soit pas tous les Français. On en est bien conscient. Il y a plein de risques. Il y a le risque aussi de considérer aujourd'hui François Fillon comme élu, comme on a considéré Alain Juppé comme gagnant des primaires. Et si les sondages sont bons, que les médias à juste titre répètent tous les jours que François Fillon est allé, les Français risquent de se dire à la dernière minute, les médias veulent nous imposer François Fillon, on en choisit un autre. C'est un risque parmi plein d'autres. Donc maintenant, on se rassemble tous, on est mobilisés. François Fillon, c'était 45% des électeurs au premier tour, 67% au deuxième tour. C'est 100% des Républicains et il ne faut pas qu'on se perde dans des candidatures centristes ou souverainistes qui ne feraient que le jeu du Front National ou d'une gauche qui commence à Macron. Jean-Sébastien Ferjou, peut-être un mot sur l'organigramme qui est en train de se dessiner au sein du parti Les Républicains. Il y a cette volonté de rassembler, d'ouvrir certains postes à responsabilité à des sarkozystes, on le voit, ou encore à des juppéistes. Oui, la volonté, elle était là, mais ça, François Fillon l'avait dit, je crois qu'il l'a dit aussi très clairement ce matin. Le point qui se jouait depuis hier soir, c'était pas tellement celui de la volonté de François Fillon, mais celui de l'acceptation par ceux qui étaient présents, et notamment Laurent Wauquiez, qui manifestement n'était pas forcément très chaud pour accepter une direction collégiale. Là, il est premier vice-président, donc finalement, il semble avoir cédé à ce qu'on lui proposait, mais apparemment c'était ça qui posait un peu problème, oui. Ouais, il faut aussi rassembler les centristes. Mais vous avez vu qu'il est allé très vite dans l'organisation. Il est déjà dans sa tête dans l'étape suivante. Il est conscient qu'il faut rassembler plus, mais attention, ne caricaturez pas trop en l'enfermant dans un candidat exclusif de là ou des droites. Il a eu beaucoup plus en milieu rural. On sait qui vient voter, qui ne vient pas voter. Et j'ai été surpris de voir des gens qu'on n'avait pas vus depuis très longtemps, qui sont revenus voter. Et c'est une chose qui nous a frappés sur le terrain. Il est allé déjà au-delà de là où on voudrait l'enfermer. Ne caricaturons pas trop. Et maintenant, il faut qu'il transforme ça. Quand on regarde la participation, notamment dans les territoires où le taux de chômage est le plus élevé, des territoires où l'abstention est forte, traditionnellement, et le vote est fait également. Là, les électeurs ne se sont pas rendus aux urnes. C'est le cas dans votre département, vous le disiez, la Moselle. Moi, je suis maire d'une ville avec 70% de logements sociaux, où je suis un maire un peu paradoxal d'une ville qui vote majoritairement à gauche ou à l'extrême droite aux élections nationales. Alors déjà, à toutes les élections, la participation est bien moindre, parfois à la moitié de la participation générale. Et en plus, c'est la primaire de la
droite et du centre. Or, la droite et le centre, avant que j'en sois maire, étaient tout le temps en troisième place du tiercé derrière la gauche et l'extrême droite. Donc, il ne faut pas s'étonner que ça mobilise moins là que dans des villes résidentielles où on a effectivement une beaucoup plus forte participation aux élections et où 60% des électeurs votent pour la droite républicaine. C'est pas ça la surprise. Aujourd'hui, c'est comment nous allons accrocher, effectivement, parler au peuple tout entier, pas seulement au peuple de droite, pas seulement au CSP+, mais au peuple tout entier dans une démarche peut-être plus gaulienne, rassembleuse de la nation sur des grands enjeux. Ouais. Jean-Sébastien Ferjou, on voit que la droite va avoir besoin d'attirer les plus modestes si elle veut aussi contrer le Front National. Pour cela, est-ce qu'il faut que François Fillon infléchisse, modère son projet, selon vous ? Je pense d'abord, premier point pour répondre à cette question-là, il faut bien voir ce qui s'est passé. François Fillon a créé une vraie adhésion sur son nom. C'est ce que montre la participation à la primaire. Enfin, pas tant la participation dans l'absolu que le détail de ce qu'on peut y regarder. Ce qui n'était pas attendu parce qu'on était plutôt parti pour une primaire d'élimination ou de résignation. Il n'y avait pas de candidat qui suscitait une vraie adhésion. Il y avait Alain Juppé qui avait la carrure du président mais qui ne suscitait pas d'adhésion. François Fillon a vraiment créé une parce qu'il a su parler à la France de droite, à cette France qui d'une certaine manière serrait un peu les dents depuis 30 ans, 40 ans parce qu'on lui a imposé la victoire idéologique de la gauche. Et je pense qu'il a beaucoup marqué dans sa campagne quand il a tenu tête à cet élu, à ce syndicaliste, CGT qui voulait l'entraîner sur le terrain de la repentance coloniale face à Charline Von Hocker, l'humoriste. C'est là-dessus qu'il a gagné sa campagne. Maintenant, pour vous répondre sur la question des catégories populaires, ça m'amuse un peu en entendant notamment Patrick Buisson ce matin revenir donner des leçons, lui qui prédisait la victoire d'Alain Juppé. Ça me fait penser à ce qu'on disait sur les femmes dans l'électorat Trump, c'est-à-dire qu'on voudrait réduire les femmes à leurs conditions de femmes alors qu'elles sont des électeurs comme les autres. Et c'est exactement la même chose pour les catégories populaires. Ce n'est pas parce que vous êtes moins favorisé que vous voteriez comme un seul homme pour le programme du Front National dans la mesure où il est censé être le plus protecteur. Les gens votent aussi pour des valeurs. Il y a différentes choses qui se jouent dans une élection. Et quand on regarde sur l'électorat populaire ce qui s'est passé dans un certain nombre d'élections, le référendum pour l'indépendance de l'Écosse, ceux qui ont voté en faveur, c'était justement les électeurs les plus populaires parce que quand vous n'avez plus rien, vous n'avez non plus rien à perdre. Vous pouvez prendre ce risque-là, quand bien même on leur déconseillait. Parce que précisément, de toute façon, vous êtes déjà au plus bas de là où vous pourriez être. C'était la même chose en Brexit, c'est la même chose avec Donald Trump. Donc il ne faut pas sous-estimer le fait que les électeurs populaires ne se déterminent pas juste parce qu'ils auraient envie de garder un modèle social qui les protège. Ils se déterminent plutôt pour les solutions les plus radicales. Et là, en quelque sorte, la nouveauté, c'est que François Fillon paraît plus radical que le Front National, qui est contraint de se gauchiser et de devenir finalement uniquement sa composante Florian Philippot, et ça ne sera pas son point fort. Ladislas Poniatowski, je voudrais aussi vous faire réagir à cette phrase d'Arnaud Danjean, un député européen, ancien porte-parole d'Alain Juppé. Pour lui, l'équilibre des territoires, je cite, est une chose fondamentale et très précaire, et le projet de François Fillon de réduire l'emploi public de 500 000 postes menace justement les équilibres de cette France déjà très fragilisée. Alors est-ce qu'il va falloir aussi peut-être rassurer certains soutiens d'Alain Juppé et leur permettre de soutenir François Fillon pleinement dans cette campagne pour la présidentielle? Bien sûr, bien sûr qu'il va falloir les rassurer, mais je crois qu'il ne bougera pas beaucoup non plus. Non, mais il nous l'a dit encore ce matin, il a rencontré beaucoup de Français. Il a vraiment tourné depuis 3 ans. Et il a rencontré, alors vraiment tous les Français, pas simplement une certaine catégorie. Il a rencontré des Français en colère. Ceux qui se sont déplacés, c'est autre chose. D'accord, il n'est pas remplacé les autres, on est d'accord. Rencontrer les autres. Mais il en a rencontré beaucoup d'autres aussi. Il a rencontré des Français en révolte, en colère. Et son programme, il l'a, je dirais, modifié, adapté à la suite de ce rencontre. Je dirais que c'est un programme très, très concret, très, très pragmatique. Maintenant, c'est un candidat qui n'est plus en primaire, c'est un candidat qui est en campagne pour une élection présidentielle. Et je lui fais tout à fait confiance pour écouter, c'était une de ses qualités. Sa capacité à écouter, il l'a montré. Et il nous a bien montré qu'il était décidé à écouter tout le monde, ceux qui étaient déjà autour de lui, ceux qui ne le sont pas encore, et ceux qui ont été abandonnés depuis 5 ans sur le bord de la route. Et ils sont très nombreux, que plus personne n'écoute, pas plus la droite que la gauche. Et j'ai senti en lui, notamment ce matin, une envie très forte. Au premier tour, il s'est passé vraiment quelque chose entre lui et les Français pendant la campagne, pas uniquement ceux qui se sont déplacés. Et je l'ai senti avec cette envie d'aller
devant les Français, au-devant des Français, et de les écouter profondément. Ouais, François Didier, est-ce que vous souhaitez des infléchissements dans le programme François Fillon? Pas des infléchissements ou des précisions. De la santé, et on sait que à clarifier. Il y a certainement des précisions et de la pédagogie. Je crois à la fois que François Fillon et Alain Juppé, qui n'ont pas tenu le même discours, ont eu un mérite qui n'était pas de tenir le discours que les électeurs voulaient forcément entendre, mais ce qui était leur part de vérité. D'autres ont tenu le discours dont ils pensaient que les Français voulaient l'entendre. Donc ni l'un ni l'autre ont choisi le discours de la facilité. Globalement, ça va dans le même sens. C'est-à-dire après, on est sur des degrés ou des nuances. François Fillon a parlé de 600 000, après très vite 500 000 suppression de postes de fonctionnaires. Alain Juppé était quand même à l'ordre de 300 000. On parle de renforcer les moyens de l'État dans les missions régaliennes. L'un et l'autre en parlent. On dit qu'il faut économiser dans les services non régaliens. Quand on décentralise, faire plus franchement et simplement. On est quand même beaucoup plus dans l'ajustement technique. La direction, je veux dire, est la même. Après que les analyses, que les détails puissent être apportés, ils le seront. Moi, j'ai pas d'inquiétude. Il n'y a pas de direction opposée. Il y a des nuances plus fortes, mais dans des domaines beaucoup plus à la marge. C'est vrai que dans l'environnement, d'autres sujets, ou sur l'Europe. Non, mais attendez, c'est exactement la même direction. Même aucun des candidats n'a détaillé absolument toutes les modalités par lesquelles on arrive ou pas à tel objectif quantitatif. Ce qu'ils ont dit l'un les autres, c'est qu'il faut réduire le poids de la dépense publique, c'est qu'il faut donc réduire la masse salariale de la fonction publique, c'est qu'il faut un choc de compétitivité avec la TVA sociale, avec 1%, d'autres 2%. Nicolas Sarkozy ne voulait rien du tout, mais bon, après on est sur des degrés, sur des détails, on ne discute pas la direction. Jean-Sébastien Ferjou. Il y a une chose que ni l'un ni l'autre des deux finalistes n'ont vraiment abordé, qui était finalement le rôle de l'Europe. Parce que le programme de François Fillon, Alain Juppé, malgré tout, a longtemps expliqué, ou en tout cas au moins pendant le deuxième tour, qu'il n'était pas applicable ou pas réaliste. Ce qui peut être le cas dans la mesure où rien ne changera en Europe. En revanche, là, on voit qu'il pourrait y avoir un alignement de planète. Il va y avoir le référendum en Italie qui peut affaiblir l'Europe, mais dans le même temps, si quelqu'un sait bien jouer sa carte, la renforcer. Il faut aller en Allemagne. C'est-à-dire que ce que François Hollande n'a pas fait, aller voir Angela Merkel pour changer la ligne de direction allemande. Aucun programme comme celui de François Fillon dans le monde, aucun programme de réforme structurelle fort n'a réussi sans une politique monétaire accommodante. Que ce soit la Suède, que ce soit le Canada, vous pouvez regarder tous les pays qui l'ont fait. Ils l'ont fait avec soit des dévaluations, soit du quantitative easing de masse. C'est un levier qu'on n'a pas à Paris, c'est un levier qu'on n'a pas à Bercy. Donc il faut bien aller se battre en Europe pour l'avoir. Ça, là-dessus, les candidats sont assez peu prononcés. Ce que je constate, comme je vous le disais, c'est que peut-être là, il pourrait y avoir un contexte où l'Allemagne serait plus encline à entendre ce qu'on aurait à lui demander. D'autant qu'Angela Merkel a téléphoné à François Fillon hier. Il y a eu cet échange, cette bonne augure pour la suite. Ladislas Ponnette aussi. Oui, je crois. Ce qui m'a frappé, c'est qu'en fait, si vous prenez la totalité des 4 débats, pratiquement tous les sujets ont été abordés. Alors, plus ou moins intensément. Certains regrettent que sur les problèmes environnementaux ou internationaux ou européens passés. Mais globalement, sur les 4 débats, alors tout le monde n'a pas suivi les 4 débats, ils ont abordé tous les sujets. Et j'étais frappé notamment sur le terrain, parce que l'on m'ait parlé ensuite sur le terrain, quand nous faisions une campagne de tractage de la position, par exemple, de Fillon vis-à-vis de Poutine et de la Russie, que au fin fond de mes campagnes normandes, on m'a dit « mais c'est bien, il faut y aller, on va peut-être enfin nous sortir de la tête du trou, parce qu'en coupant toutes les relations avec la Russie, nous n'arrivons plus à vendre nos produits », j'ai été frappé de voir que chacun prenait un petit peu des morceaux des différents débats qui ont eu lieu, même si certains n'ont pas. Mais aucun des deux ne s'est quand même prononcé. Il y a encore 3 lièvres en même temps. On ne peut pas avoir les 3. On ne peut pas avoir une zone monétaire commune, la souveraineté nationale et la démocratie. Vous évoquez un contexte qui n'est pas encore établi. Donc effectivement, ils n'en ont pas débattu avant. Non, mais je suis d'accord avec vous. Ils n'en ont pas parlé, mais pour autant, ce point-là est un point central, puisque de toute façon, on pourra continuer à se taper la tête contre le même mur. La zone euro ne peut pas fonctionner. Il faut 2 choses. Soit on va vers plus de fédéralisme et un gouvernement de la zone euro, mais ça va plus loin que ce qu'a proposé François Fillon, soit on revient en arrière, mais on ne peut pas avoir les 3 en même temps, et sur ces 2 points-là, ça n'est pas si clair que ça, ni chez l'un ni chez l'autre. Attendez, c'est pas le contexte n'est pas clair. Je crois que même si Fillon a peut-être parlé davantage aux souverainistes et Alain Juppé davantage aux européistes, la différence d'approche n'est pas si différente que ça. Le fond est moins différent que le message.
C'est d'ailleurs pareil sur la loi Taubira. On verra selon le contexte que de toute façon on n'ait plus le même type de relation commerciale avec les États-Unis demain qu'hier, c'est une évidence aujourd'hui. Même la donne a changé aux États-Unis. Que l'Europe doive se construire autrement aujourd'hui dans l'état de déliquescence où elle est et doivent se construire encore avec les Allemands, Angela Merkel, c'est une évidence pour les deux candidats. Donc il y a aucune divergence, je veux dire, entre nous sur ce sujet. Voilà, non mais si on parle de notre capacité à se rassembler, bien sûr, tout ne peut pas être dit sur ce qu'on doit faire dans un contexte qui est mouvant. Les principes sont les mêmes. Après, les modalités, bien sûr, vont même évoluer parce que le contexte, là, va pleinement évoluer dans les mois qui viennent. Eh bien, merci beaucoup François Grosdidier, merci Ladislas Poniatowski, merci Jean-Sébastien Ferjou. Je vous rappelle donc que Bernard Accoyer est nommé secrétaire général des Républicains, Laurent Wauquiez, premier vice-président, la députée Isabelle Le Callennec est nommée seconde vice-présidente, Jean-François Lamour devient le président de la Commission nationale d'investiture et puis un comité politique dirigé par Gérard Larcher, le président du Sénat, va également voir le jour. J'accueille tout de suite Michel Grosdior qui nous rejoint sur ce plateau ce soir. Bonsoir Michel. Dans un instant, l'épreuve de vérité. Vous recevez ce soir l'ancien conseiller spécial de François Mitterrand, Jacques Attali. Jacques Attali, bien sûr, essayiste, économiste, à qui nous avons beaucoup de questions à poser. D'abord sur son jugement sur le programme de François Fillon. Il dit que ce serait une véritable purge pour les Français. Alors on lui demandera si ce n'est pas une caricature de sa part. Ensuite, nous l'interrogerons. C'est bien pire. Alors voilà, il y a déjà des contestataires dans la salle. Bon, on va laisser répondre Jacques Attali dans un instant. Ensuite, nous lui demanderons, à propos de la primaire de la gauche qu'il appelle de ses voeux, si c'est vraiment crédible d'imaginer qu'elle réunisse de Macron à Mélenchon, puisque c'est également le vœu qu'il formule. Nous l'interrogerons également à propos justement de sa commission passée, de son rapport sur la croissance. Vous vous souvenez, durant le quinquennat Sarkozy, nous lui demanderons quelles seraient aujourd'hui les suggestions d'une... Quelle purge ça aurait été. Quelle commission Attali serait aujourd'hui sur la table pour nous proposer des solutions. Voilà ce qu'on lui demandera, entre autres questions. Merci beaucoup Michel. L'épreuve de vérité, c'est à suivre sur notre antenne en direct à partir de 18h30. En attendant, retour sur un des temps forts de la séance cet après-midi et ce coup de force des sénateurs socialistes qui ont décidé de quitter l'hémicycle en protestation à la décision de la majorité sénatoriale de ne pas examiner le budget. Les lois de finances sont des lois fondamentales pour la vie parlementaire. Notre Constitution leur consacre plusieurs dispositions particulières qui rendent leur examen annuel obligatoire. Et si je vois les rangs clairsemés de la droite sénatoriale, je m'aperçois que c'est intéressant. Que l'on soit d'accord ou non avec ses orientations, la loi de finances permet un débat général sur la politique menée par le gouvernement. Au nom de cette particularité constitutionnelle, de ce fondement du fonctionnement de la nation, le groupe socialiste regrette le choix de la majorité du Sénat, de votre majorité, Monsieur le Président Larcher, de refuser l'examen du budget de la nation. En empêchant le débat de se tenir, vous mettez en cause le droit constitutionnel de chacun ici, celui d'amendement. Il s'agit d'un déni de responsabilité pour des parlementaires qui prétendent incarner l'alternance. L'alternance que vous proposez sera absente de ce budget. Parce que vous avez du mal à vous mettre d'accord sur un projet, vous masquez votre incurie à réaliser un contre-projet par un subterfuge réglementaire. Vous faites donc le choix, à mon sens, insensé de l'escamotage du débat, de l'évitement de la confrontation projet contre projet, de la feuille blanche à remettre à l'Assemblée nationale. Et nous qui croyons, Monsieur le Président du Sénat, que vous vouliez réhabiliter la Haute Assemblée. C'est une semaine noire pour le Sénat qui se tire une balle dans le pied. Espérons qu'elle ne lui soit pas fatale. Certes, nous avons travaillé en commission, mais in fine, tout cela s'est avéré être de l'occupationnel. Oui, de l'occupationnel. Car à quoi sert le Sénat s'il ne prend même pas la peine de voter le budget ? Alors, nous ne souhaitons pas cautionner votre pièce de théâtre en 3 actes, commencée jeudi dernier. Que dire de l'ordre du jour d'aujourd'hui ? 6 heures de discussion ininterrompue, de bavardage pour faire diversion. Et que dire de l'ordre du jour de demain, du vote solennel à la tribune de la question préalable, excusez du peu. Tout ça, pour passer de longues heures cet après-midi et demain dans l'hémicycle, afin de montrer comme un leurre que l'on agite devant les caméras de télé que le Sénat travaille.
Nous disons stop à la diversion. Ce n'est pas à la hauteur des enjeux. Pour ces raisons, notre groupe ne participera pas à ce simulacre de débat, à cette mascarade parlementaire où il nous est interdit d'amender et d'améliorer le fond du budget. Désolé auprès de nos collègues de gauche qui se sont opposés avec nous à la question préalable, mais nous prenons ce qui nous semble être nos responsabilités. Monsieur le Président du Sénat, vous resterez dans l'histoire comme le président qui aura bâillonné le Sénat à des fins préélectorales. Mesdames et messieurs de la majorité sénatoriale, vous resterez comme ceux qui auront tenté d'étouffer le bicamérisme à des fins d'unité de votre majorité. Mesdames et messieurs de la droite sénatoriale, j'espère que vous n'allongerez pas la déjà trop longue liste des fossoyeurs du bicamérisme. Nous quittons la salle et nous reviendrons jeudi. Acte est donné de votre rappel au règlement. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, c'est l'épreuve de vérité qui reçoit ce soir l'ancien conseiller spécial de François Mitterrand, aujourd'hui économiste et écrivain Jacques Attali. Très bonne soirée à tous.